Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec le premier invité de cette série. Au cours des prochains épisodes, vous découvrirez différents invités qui vont nous parler de leur parcours dans l'entrepreneuriat, dans la vie, pour nous raconter leurs succès, mais aussi leurs échecs, parce qu'on en parle trop peu et l'entrepreneuriat est fait de beaucoup d'échecs, ce qui nous amène vers le succès. Aujourd'hui, je reçois NOR, c'est son nom d'artiste. Je vous laisse le découvrir et il va se présenter rapidement. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi, Karim? Ça va impeccable. Tout va bien, nickel. Très content moi, de t'avoir. Nord, pour ceux qui me connaissent en tant qu'artiste. Sinon, mon vrai prénom, c'est Karim. Karim et Karim ce soir. Et Nordine, pour ceux qui me... Compliqué. J'ai deux prénoms, si tu veux, mais le prénom officiel, c'est Karim sur les papiers. Nordine pour les intimes. Nord, pour ceux qui connaissent mon parcours artistique. Et voilà, je suis ravi d'être là avec toi ce soir et partager ce podcast. Le plaisir est partagé. Pour raconter un peu l'histoire, il y a 2 semaines, on ne se connaissait pas. Exactement. Je suis tombé sur... alors, faut savoir que moi, je t'écoutais il y a 2013-2014, donc ça date. Ah ouais. Et puis, en arrivant sur Dubaï, Instagram a bien fait les choses et j'ai eu ton profil en recommandation. Ah ouais. Et je me suis dit, punaise, c'est incroyable. C'est le NOR que j'écoutais à l'époque et qui aujourd'hui est dans le business physique et dans le business en ligne. Exact. Je me suis dit, je vais lui envoyer un message et puis, écoute, Inch'Allah, on se capte et il se passe quelque chose, tu vois, on voit ce que ça donne. Donc j'ai pris mon téléphone, je t'ai envoyé un message et j'ai été assez surpris parce que tu m'as répondu très vite et t'as pas fait la star comme beaucoup de mecs, tu vois. Tu m'as envoyé ton numéro, on s'est vu, je crois qu'on s'est vu le soir même. Ouais, le soir même ou peut-être le lendemain, t'es venu au café, t'es venu dans mon café à Mazy. Ouais. Et on a discuté et j'ai vu le gars que t'étais et je me suis dit, ouais, c'est de la bombe, on va certainement, tu vois, faire des choses ensemble. Ouais. Et t'as un parcours qui est super inspirant. T'as fait beaucoup de choses dans ta vie, t'as énormément d'expérience. Comme on le disait, que ce soit dans le rap, dans l'entrepreneuriat, dans le digital, t'as touché à tout. Ouais. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on partage un maximum de valeur pour ceux qui vont regarder ce podcast. À fond. Bah, c'est pour ça que je suis là aussi. Et que tu partages tes succès, mais aussi tes échecs, parce que bien souvent, tu sais comment c'est sur YouTube, les gens montrent que les succès, Ouais. et ils ont cette part d'ego où ils veulent nous faire croire que tout est tout beau, tout rose toute l'année. Non, alors que c'est difficile toute l'année, il y a des hauts, il y a des bas toute l'année, il y a des choses bien, des choses moins bien. Et c'est ça la vie. C'est comme ça que s'il n'y avait pas de grisaille, on ne serait pas content de voir le soleil. Exactement. Pour démarrer, on va faire un peu par ordre chronologique. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, ton parcours scolaire ? Ouf. Alors là, tu veux vraiment qu'on parle du parcours scolaire ? Il est pas fameux, hein, pour être honnête avec toi. Moi, j'ai grandi à Marignane, c'est une petite ville qui est juste à côté de Marseille. Parcours scolaire, pour faire simple, traditionnel, tu vois. J'ai arrêté l'école, je crois, en 3e. Donc, j'avais pas encore l'âge pour arrêter. Donc, on avait fait un contrat spécifique où je devais travailler. Mais j'avais plus le droit de mettre mes pieds dans l'établissement. Suite, justement, à un concert de rap. Tu vois, l'histoire, elle est marrante. Donc, en fait, si tu veux, moi, j'avais déjà commencé à écrire. Donc, je crois que j'avais 13 ans, un truc comme ça. Et il y avait des concerts, spectacles de fin d'année. Et à ce fameux concert de fin d'année, on a fait un petit peu le why, tu vois. Enfin, les collègues, tous ceux qui étaient là, t'as compris, ça a fait un petit, c'est parti un petit peu. Et du coup, la directrice de l'établissement, elle voulait absolument plus me revoir dans l'établissement. Sauf que moi, l'année d'après, je retournais. Tu vois, tous les potes, eux, ils partaient au lycée, mais moi, j'avais encore une année à faire. J'avais 1 an de moins qu'eux, tu vois. Et donc, ils voulaient pas me reprendre, ça a été compliqué. Je suis re-rentré dans l'établissement, je crois qu'on était en novembre. Donc, tu vois, septembre, octobre. T'arrives en novembre, on te jette dans une classe un peu, tu vois, la classe des malpropres. Ouais. Donc, je me suis retrouvé là-dedans. Je suis resté 2 mois, 3 mois. J'ai claqué la porte et puis voilà. Puis j'ai travaillé. Et ça, c'est pas mal parce que ça fait partie, si tu veux, de la personne que je suis devenu aujourd'hui. Tu vois, je me suis retrouvé à bosser dans de la lingerie. Je vendais de la lingerie, tu vois, et avec deux associés qui venaient de Cannes à la base, qui avaient ouvert un petit truc à Marignane. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils se sont perdus dans cette ville, tu vois. Et ils m'ont embauché, ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de souci, nous on te fait ton contrat, tu restes avec nous, tu bosses, tu fais... Et donc j'ai commencé à prendre la vente, tu vois, le parcours avec le client, tu vois, de A à Z, tu le prends, tu l'amènes, tu vois, toutes ces choses-là. Ouais. Donc voilà, c'était assez intéressant pour moi, même si après, ça n'a pas duré, tu vois. Après, j'ai switché vers le rap slash la rue un peu, tu vois. Ça collait, en fait, tu vois, ça marchait. Ça va de pair. Ça va de pair. Et donc voilà, puis après, j'ai avancé, j'ai évolué. Donc le parcours scolaire, pour résumer, 3e, j'ai lâché l'affaire. Et à ce moment-là, quand tu bosses dans la lingerie, tu continues d'écrire. Toujours, et bien sûr. Ah ouais, non, mais moi, si tu veux,
à partir de quand j'avais 13-14 ans, moi, c'était clair et net, j'allais devenir rappeur. Il n'y avait même pas de discussion. C'est-à-dire que quand moi, la directrice, elle me dit tu vas dégager, blablabla, moi, dans ma tête, au fond de moi, je me dis, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Je sais ce que je vais faire. Tu vois, je sais où je vais. Et le fait d'avoir cette passion, ça m'a tenu jusqu'à que je raccroche, il n'y a pas très longtemps, tu vois, mais jusqu'à ce que je raccroche. Donc, en fait, oui, j'écrivais. Je voyais, alors à l'époque, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de collectif, donc j'avais mes potes à moi, avec qui on faisait nos trucs, mais c'était très éparpillé un peu, tu vois. Tu écrivais un peu là, tu rappais un peu avec lui, tu te retrouvais avec l'autre, etc., tu vois. Et il n'y avait pas de studio, comme on parle quand même de, je dirais, allez, 98, 2000 peut-être, les années 2000, tu vois, à peu près, ouais, si je dis pas de bêtises. Donc les studios, tu les trouvais pas comme ça, tu vois, il n'y en avait pas. Donc du coup, on était beaucoup dans le truc où on rappait, on avait donc les instrumentaux qu'on sourçait à droite à gauche. Ouais. Et le truc, c'était on rappait tous autour, tu vois, comme un mini concert, tu vois, c'était ça. Le morceau, on le faisait à chaque fois en live, tu vois, c'était ça l'idée. Et dès qu'il y avait un live, une guinguette, une connerie, fête de quartier ou un truc à faire, boum, on partait et on faisait notre petit live, on était content. Si certains potes filmaient, on était encore plus contents, tu vois, on pouvait regarder, voilà, c'était ça à l'époque. Comment on fait pour se faire une place au milieu du rap marseillais? On sait que en France, tu as deux gros pôles, tu as Paris et Marseille. Ouais. C'est de là que viennent la plupart des rappeurs. Et si tu n'es pas d'une de ces deux villes, c'est très compliqué. Ouais. Marseille, c'est extrêmement concurrentiel. Comment toi, tu arrives, en n'étant pas de Marseille, mais de Marignane, à venir faire ta place et te faire un nom? Marseille, c'est vrai que c'est bon, déjà, à la base, moi, je fais tout ça à Marignane, d'accord? Qu'on resitue, le groupe que je monte à l'époque, on a un groupe qui s'appelle La Riposte, on fait des trucs pas mal, tu vois, avec ce groupe-là. Et je les salue à tous d'ailleurs, s'ils regardent un jour ce podcast. Et donc, Marseille, c'est une autre étape. C'est-à-dire, Marseille, le premier pas que je fais à Marseille, je le fais et là, je commence à être un peu plus solo. Donc, tu sais, la musique, c'est comme un peu dans la vie, tu vois. À un moment donné, tu as des potes, ils sont à fond dans le truc et tout, mais après, tu as souvent, tu vois, certains gars qui vont commencer à se ranger, l'autre, il va partir dans un autre domaine, etc., etc. Et ça a été le cas dans le rap avec moi. Et donc, moi, j'étais, si tu veux, le plus déterminé à réussir. Et donc, à un moment donné, je me retrouvais un peu seul, tu vois, à faire mon truc. Et Marseille, c'est comme ça que j'ai mis mes pieds à Marseille pour la première fois. Il y avait une compile de DJ Faz que je salue aussi. Et il faisait une compile au cœur de Marseille. On était vers Belzunce là-bas. Et j'y suis allé. J'ai entendu parler du truc, tout ça. Et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, allez, vas-y, tac, je suis parti. Je me suis retrouvé au milieu de tout plein de gars qui étaient là, tu vois, des mecs beaucoup plus âgés que moi à l'époque et tout. Et j'ai fait mon couplet, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé dans la cabine, j'ai fait ce que j'avais à faire. Les gars m'ont félicité. Et de là, si tu veux, j'ai commencé à créer un lien avec Marseille, tu vois. Donc le Petit Nord, ouais, on commençait à connaître, tu vois, on commençait à entendre parler de lui. Ouais, je l'ai vu, il rappe, tatati, tatata. Et puis de là, tu commences à sympathiser avec d'autres gars, et etc., etc. Et c'est comme ça que, si tu veux, j'ai fait mon petit nom, je dirais, parce que j'ai pas explosé non plus, tu vois, mais j'ai fait mon petit nom dans le rap marseillais. Tu fais ton nom dans le rap marseillais. Bon, y a des années et des années de charbon. On avance un peu dans le temps. Ouais. Vient par la suite ta signature. Ouais. Et ce que la plupart des gens prennent pour la clé du succès, la signature, ouais, c'est que le début de l'aventure pour toi. Moi, le premier. C'est-à-dire que, si tu veux, toute cette période-là, donc on constitue des équipes. Évidemment, je te passe tous les détails, tu vois, mais c'est des équipes, on charbonne, c'est des gars qui gèrent pour les clips, c'est des gars qui gèrent pour du marketing, on apprend sur le terrain, on se prend des portes, des claques, des noms, ce que tu veux, tu vois. Mais on avance. Et nous, dans nos têtes, à cette époque-là, je me rappelle encore, c'est si on signe, ça y est. On tu est vois, refait. ça y est. Dans nos têtes, les mecs qui sont en maison de disques, ils sont riches. C'est eux qui ont gagné, tu vois. Donc, et malheureusement, hein, parce que la réalité, c'est que c'est pas ça. Sur le terrain, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc, j'arrive à mes fins, si tu veux. À un moment donné, à force de travail, à force de plein de choses, de contact aussi, de relations, de pas avoir peur, de dire, OK, vas-y, je prends mon sac à dos, je prends mon TGV, je monte, je vais voir, tu vois, ce genre d'effort qu'il faut faire. Mais on en reviendra, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Hein. Ouais. Le fait de le faire, ça m'a apporté des relations. D'une relation, tu passes à une autre, etc. Et puis d'un coup, tu arrives devant Emmanuel de Burtel, pour ceux qui connaissent la musique, qui est donc le patron de Because Music.
Et donc, on se retrouve devant Emmanuel de Burtel, à signer. Donc, c'était en 2012, je crois, un truc comme ça, de mémoire. À signer, premier contrat en maison de disque, t'es super content, tu vois. Et en plus, tu sais, un contrat de maison de disque, c'est célébré, tu vois, même Oui, par la maison de disque. Donc, c'est comme un footballeur, toi qui aimes le foot, il voilà, signe qui pro. signe, tu vois, il prend son Ouais. maillot, tu vois, c'est ça, la Ouais, signature. Donc, toi-même, quand tu es dans ce mood, tu te dis, waouh, ça y est, là. j'y suis. Ah ben là, il n'y a plus rien qui me ramène Ouais. derrière. Tu comprends? Donc, voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai signé, donc c'est en 2012. Mais après, la réalité te montre que c'est bien, parce que, bon, forcément, il y a du cash d'un coup qui rentre, tu vois. Donc ça soulage tout le monde, ça fait plaisir. Sous forme d'avance. Sous forme d'avance, ouais. Bah, nous, à l'époque, on avait monté une société, Euro Music Production, qui était, si tu veux, en licence, en contrat de licence avec Because Music. Donc, on récupérait. Donc, moi, j'avais pris. Bon, tu as une avance éditoriale aussi. Ouais. Tu sais, tu signes dans les éditions, aux éditions. Donc, j'avais pris une avance éditoriale, mais ça, c'est minime, c'est pas grand-chose, tu vois. Et après, on avait donc dealé un beau contrat hein, pour un artiste inconnu au bataillon comme moi. Tu vois, j'avais pas le vent en poupe, j'avais pas le buzz, j'avais pas toutes ces choses-là. Donc, on avait signé un beau contrat qui nous avait fait toucher pas mal de cash, je dirais, d'avance pour pouvoir développer les projets. Ouais. Sauf que nous, encore une fois, la débrouillardise à 1 milliard de pourcents, étant donné que, ce que je dis pas, mais c'est qu'on a passé, donc, imagine, de 2000, concrètement, allez, on va dire de 2008 où vraiment on s'y est mis sérieux jusqu'à 2012-2013 pour avoir ce contrat-là. Donc nous, on avait tout réglé pour avoir studio, des gars qui faisaient les clips, enfin tu vois, toute l'artillerie dont tu as besoin pour faire un artiste, on l'avait, tu vois, on l'avait en interne. Donc du coup, les coûts qu'une maison de disque te donne, ça c'est pour une petite information pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui sont dans la musique ou qui aiment la musique ou les moins jeunes, les coûts que la maison de disque te donne pour de la production sont des coûts basés sur des studios qui sont des studios à Suresnes par exemple, ceux qui connaissent ou Ouais. d'autres, des studios qui coûtent un certain montant. Pareil pour les vidéoclips, les clips c'est à partir d'un certain montant, etc., etc. Sauf que nous, on avait déjà réduit ces coûts en amont, tu vois. Donc ça nous a permis, si tu veux, pour résumer, l'avance qu'on avait pris sur le premier album uniquement, parce qu'on avait signé sur 3 albums. L'avance qu'on avait pris sur le premier album nous a permis de faire les 3, tu vois, pour faire Ok. simple. 3 plus clip, plus déplacement, plus un peu de sap, plus tout ça. Tu as fait le parallèle entre le monde du rap et l'entrepreneuriat. C'est peut-être l'une des meilleures écoles, puisque tu dois créer ton équipe, Ouais, comme tu viens de le dire. Donc, en fait, tu es là et tu embauches ton équipe qui va c'est bosser ça. pour toi, parce que tu sais que sans équipe, tu peux pas monter tout seul. Bah ouais. Tu as rencontré énormément de difficultés. À chaque obstacle, tu dois continuer si tu veux atteindre ton but. Pour moi, c'est le meilleur parallèle avec l'entrepreneuriat. Est-ce que cette école-là du rap a été plus qu'utile pour toi et super formatrice pour devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Ouais, alors oui, oui. En fait, si tu veux, je me suis rendu compte après coup que j'étais un entrepreneur, comme on dit aujourd'hui, tu vois. Ouais, Mais je me suis rendu compte après coup de ça. C'est-à-dire que nous, on faisait parce que tu aimais ça. parce qu'on voilà, on aimait ça et qu'il fallait faire. Il y a Ouais, pas on se pose pas la question. Mais d'ailleurs, c'est ça pour moi un bon entrepreneur. C'est un mec qui se pose pas la question de savoir, ouais, mais qu'est-ce qu'il va dire ou je fais et après on verra, tu vois. Après ouais. on règle le problème une fois qu'il est là. Mais s'il est pas là, il n'y a pas de problème, tu vois. Et donc ouais, ça je l'ai vu, mais après coup, tu vois, je m'en suis rendu compte après coup. Le fait de pouvoir gérer des équipes, le fait de pouvoir embarquer tout le monde sur un bateau avec toi, tu sais, sans savoir des fois où tu vas, tu vois. Le team building, Mais c'est comme ils ça, disent. exactement. Donc, toutes ces choses-là, ouais, je m'en suis rendu compte après coup que ouais, ça a déterminé des traits de caractère qui me suivent jusqu'à aujourd'hui dans plein, plein, plein de choses, tu vois. La carrière d'un rappeur, elle tient parfois à très peu de choses. On a déjà échangé à ce sujet-là. Tu sors ton premier album. Comme on dit aujourd'hui, tu as le buzz qui monte, on parle de toi, tu te fais un nom. Tu as des opportunités de poser sur certains projets. Ouais, On avait parlé de Capital du crime notamment. ouais, exact. Est-ce que tu... Voilà. Ouais, on peut en parler. Bah, si tu veux, la période où je signe, tu sais, il y a des gens qui disent, j'ai souvent entendu ça, il y a des gens qui disent, ouais, j'avais pas de boulot, blablabla. J'ai postulé, lui, il m'a donné un job et d'un coup, je reçois des jobs partout. Je reçois des boulots partout. Tu vois? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ah ben, si tu veux, pour moi, à la période où je signe, ça a été pareil. C'est-à-dire que pendant 5, 6 ans, peut-être plus, on galérait, mais vraiment, on galérait. Des fois, on allait amener nos CD à droite, à gauche, les gens, ils ne nous calculaient pas. Et d'un coup, quand la porte s'est ouverte, elle s'est ouverte en grand, tu vois. Et donc, oui, on avait eu la Fouine, pour la petite anecdote, Laoni, qui nous avait, donc c'était par le biais de son manager à l'époque, Romaric, qui nous avait,
qui avait écouté en studio, parce qu'on faisait mixer nos morceaux dans le même studio à Suresnes où Laouni faisait ses mix. Et Romaric, en passant par là, il a jeté une oreille, il avait entendu un son qu'il avait plutôt apprécié. Et donc, en parlant avec mon manager de l'époque, Simon, il lui avait dit, écoute, je vais en parler à Laouni, il y a peut-être moyen de faire un truc, etc. De là, on a fait un rendez-vous ensemble. Et de ce rendez-vous, c'est découlé ce que je te racontais donc la dernière fois. Donc en gros, si tu veux, il était très très intéressé pour me signer, mais moi sur la table j'avais Because Music à la même période. Donc moi, si tu veux, je me dis ok, je réfléchis, je me dis le gars, en ce moment, il est au top niveau, c'était à son prime, tu vois, vraiment à son prime. Et moi j'ai Because Music, mais voilà, avec des gars à la DA qui sont pas folichons, tu vois. Donc forcément, je vais aller du côté Laouni, tu vois, c'est sûr. Et ce qui se passe, c'est que donc il fait les efforts avec nous, hein, c'est-à-dire que lui, il sait qu'on a Because qui nous veulent. On avait aussi un pourparler avec Chulvanich à l'époque. Ouais. Et lui, ce qu'il se dit, c'est ok, je vais aller faire monter les enchères, tu vois. Donc il va chez Because Music, il rentre chez Michel Duval à l'époque, je sais pas si c'est toujours lui aujourd'hui, mais le boss aux éditions, etc. Bref. Et du coup, forcément, ça fait monter les enchères, tu vois. Les mecs ils se disent comment Laouni le veut, la fouine. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Donc de là, tout de suite, les prix à la négociation, c'était plus la même, tu vois. Et le problème qu'il y a eu, c'est le problème que tout le monde connaît, c'est que la Fouine, il a commencé à rentrer dans sa guerre avec Booba, et c'était quasiment la même période, et il avait disparu à Miami. Ouais. Et pendant un laps de temps indéterminé, et nous, à cette époque-là, on mangeait les pierres, tu vois. Donc, et t'avais le contrat de l'autre côté. Il faut savoir qu'après, la maison de disque Because relançait constamment. Donc tu te retrouves un peu, tu vois, coincé. Et on a validé le deal avec Because. Et voilà, et on a fait ce qu'on avait à faire. Qui est-ce qui proposait le meilleur deal au départ? C'était Because Music. Ok. Ouais, c'était Because Music de base. Même Laouni, il proposait pas un deal de ouf. En édition, il donnait un petit billet en édition, mais lui, ce qu'il apportait, si tu veux, son capital, c'était Capital du Crime. En fait, lui, ce qu'il m'avait proposé, c'était de faire la couve de Capital du Crime. Je sais plus c'était quel volet qui sortait. Tous les deux, sur la couve. Tu vois, c'était ça son deal, en gros. Je t'amène pas d'oseille, je te passe un petit de quoi survivre, tu vois, pendant que tu bosses. Mais moi, je vais t'amener l'exposition. Ce qui était un bon deal, en réalité. Hein. Ce qui était un très, très bon deal. Surtout qu'on parle de La Fouine. 2012, on doit être pas loin de La Fouine vs Laouni. Ouais, c'est ça. On est vers là. En même temps, il fait un truc où il a été précurseur. C'est qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque Fouine History. Exact. Où le gars, en fait, si on le retranscrit aujourd'hui, il vloguait sa vie d'artiste. Exactement. Et il te montrait quand il allait en studio. C'était presque du build-in public. Exact. Du build-in public. C'était pas presque, c'était exactement ça. Tu vois. Ouais. Il y avait, tu voyais les vraies émotions dans les studios, les gens, comment ils se comportaient. On n'avait jamais vu à l'époque Rof, par exemple. Exactement. Rof, on l'avait jamais vu. Donc là, tu le vois en train de manger à table, discuter avec eux. Il y avait plein de... Ouais. Non, mais La Fouine, honnêtement, pour moi, il fait partie des meilleurs artistes de rap français qu'on ait eu et d'entrepreneurs. Je me souviens d'une phrase qui me dit, on était dans cet hôtel à Paris, là, où on écoutait du son, tout ça, et vraiment, et il me dit Nord, tu sais quoi? Il me dit, ok, moi je vais te passer un peu, machin, tatati, tu vois. Parce que moi, à l'époque, faut comprendre, j'étais financièrement en galère, c'était compliqué. Et il me dit, t'inquiète, mais par contre, quoi que je te donne, faut tout de suite investir, tu vois, la pierre, il parlait que de ça, tu vois. Donc ce mec-là, si tu veux, il a toujours eu cet esprit entrepreneurial, cet esprit déterminé et concentré sur ses affaires, etc. Tu vois. Et après, bon, on en parlait la dernière fois, je sais pas pourquoi il est rentré dans ces trucs de clash et tout. Il avait mieux à faire que faire ça. Ouais, parce qu'au final, ça leur a tous desservi. Tous ceux qui sont entrés en clash avec Booba. Ouais. Et puis à cette époque-là, il était au top du top. Hein. Et puis, oui. Par la suite, il amorce sa transformation où il essaye d'être plus grand public. À l'époque, il faut savoir que quand un rappeur fait ça, c'est mal vu. C'est pas comme aujourd'hui où tu as Gims qui passe de la section à... Il va te faire des tubes en solo, chanter et tout. Ouais. Déjà, La Fouine, quand il chantait, on se foutait de sa gueule. C'est clair. Dans le rap, c'était les femmes qui chantaient. Booba, il prend Kaina Samet quand il fait Destinée. Il y avait Léa Castel. Mais regarde aujourd'hui ce que c'est devenu. La Fouine fait partie des premiers, si tu veux, qui avait amené ce truc-là. Mais moi, j'ai toujours dit, ce mec-là, pour moi, son côté un peu, tu sais, la Fouine versus Laouni, pour moi, il aurait dû rester sur le côté Laouni, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce côté trop... Et après, on en parlait la dernière fois, il y a aussi le problème de l'entourage. Ça y fait énormément, tu vois, chez les artistes. Et moi, le premier, je me mets dedans, je m'inclus dedans quand je dis ça, tu vois. Le mauvais entourage, t'es pas bien entouré, tu prends pas les bonnes décisions au bon moment. Mauvais entourage égale mauvaise hygiène de vie.
Il y a plein de parasites, tu vois, dans ce milieu-là, qui fait que c'est pas un milieu que je recommanderais à mes enfants, par exemple, tu vois. C'est pas un milieu sain. Non, absolument pas. Comment tu prends la décision par la suite de... Donc là, tu touches ton rêve du doigt. Ouais, Tu signes, tu sors des albums, ça marche plutôt pas mal. ouais, on a fait quelques concerts sympas. Non, honnêtement, j'ai vécu mon rêve que je voulais vivre, tu vois. Même si, on va pas se mentir, le but c'était quand même Oui. d'exploser les Ouais. charts, de ramener un disque d'or à la maison, toutes ces choses-là, tu vois. Mais ça a pas été Mais après, tu es dans cette concluant pour moi. période-là, 2012, etc., c'est une période qui est très dure pour le rap français. C'est une période de transition. Ouais. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est facile, puisque le rap, c'est ce qu'ils appellent la musique populaire. Ouais. Ok, pop urbaine, ils appellent ça, ça reste du rap. Ouais. Mais à cette époque-là, le rap, c'est pas mainstream comme ça l'est aujourd'hui. Quand tu vas en boîte, etc., il n'y a pas de rap. Les gens qui écoutaient du rap, et je m'inclus dedans, puisque depuis que je suis petit, j'écoute du rap, Ouais. on était minoritaires. Quand j'étais au collège, au lycée, etc., les mecs qui écoutaient du rap, on était... Ben ouais, c'était pas autant populaire que maintenant. Et quand tu regardes aujourd'hui en maison de disques, qui est à la direction artistique, qui s'occupe du marketing, etc. Ouais, c'est une vraie question. Moi, si tu veux, c'est un débat qui devrait être sur la table, hein, pour être honnête avec toi. C'est un débat dans l'industrie musicale française qui devrait être sur la table. C'est pourquoi aujourd'hui, chez Universal Music, chez peu importe le label, Ouais. on n'a pas Akhenaton, on n'a pas Kerry James, on n'a pas Rof, on n'a pas Booba, on n'a pas Lafouine. Pourquoi on n'a pas ces gens-là à la tête des plus gros labels de France, tu vois? C'est une vraie question. Tu as Sofiane qui l'a fait, Fianso, Ouais. et qui le fait très bien. Mais c'est le seul, si tu veux, qui s'est engagé dans ce truc-là. De dire, OK, on est passé par là, on sait comment les choses se font, on connaît cette jeunesse, on fait partie de ce monde. Pour moi, ça aurait été, si tu veux, si le rap français aurait pris cette route-là, il y aurait moins de déçus dans la Oui. musique. Tu sais, à partir de quand Jul il arrive en 2015, c'est comme s'il y avait eu une scission. Tu vois, il y a un truc qui s'est créé, il y a un fossé qui s'est créé. Tu as un groupe de gens qui se sont dit, non, mais moi, je peux plus écouter de rap. Tu vois? Et j'en connais plein autour de moi. Et moi, le premier, quand j'ai entendu Jul arriver, je dis, non, mais on va où là? Tu vois? Ah ouais, c'est ta première Ah réaction. ouais, ma première réaction, c'est on va où? Je te jure. Ça m'a fait ça sur Jul. Mais c'est pas une critique envers Jul. Oui, oui, Mais c'est, tu sais, je sais ce que tu les veux dire. instrumentaux, frérot, les beats, nous, qu'on faisait, on se cassait la tête pour avoir des. Tu sais, moi, avec Simon à l'époque, on allait chercher des sons aux États-Unis, on était connecté avec des New-Yorkais, tu comprends? D'un coup, t'as un mec, il appuie 3 notes sur un piano. En plus, c'est un synthé. Tu sais, limite, quand tu sais pas composer, que tu Oui, choisis oui. mal le synthé. Et il te chante ça avec l'autotune poussé à son max. Faut remettre le truc dans le contexte, d'accord? On est en 2014, vers là. Ouais. Et en plus, le premier truc que j'ai entendu de lui, c'était pas ça. C'était un autre truc un peu plus rappé. Et après, on bascule sur ça. Je me rappelle, mais pas que moi. À cette époque-là, on est beaucoup à se dire, mais c'est quoi ce truc-là? Tu vois? Je crois qu'il n'y a qu'un mec dans le rap français qui avait été visionnaire, c'était Mac Taylor. Mac Taylor, parce que j'ai des potes qui sont proches de Mac Taylor, très proches. Et à cette époque-là, Jul était allé dans ses studios pour faire écouter ses maquettes, etc., avec Oui. son ancien manager et tout. Et ils étaient allés dans les studios de Mac Taylor. Et Mac Taylor, il avait eu le flair. Il avait capté que, ouais, il y avait une tendance là, Ouais. sur ce que le petit il était en train de faire. Il y a un truc qui allait se passer. Mais si tu prends l'entièreté du rap français, d'ailleurs, c'est très simple. Tu prends le premier clip de Jul, qui a été plus populaire, je me rappelle plus du nom, mais Briganté, peut-être Briganté. celui où il danse Exactement. en pentaco. Enfin, Bah, tu vois, ouais. exactement. Bah, si tu regardais le nombre les commentaires et les likes et les dislikes sur cette vidéo, elle te résumait ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que tu avais plus de dislikes que de likes. Et puis c'est vrai que Jul, au départ, avant que ça pète, je crois que le premier album dans ma paranoïa, ça doit être 2013-2014. Ouais, c'est vrai. Avant ça, il avait que Ghetto Phénomène, Ouais. donc avec Vizi, Exact. Wari et tout. Donc Exact. c'est rappé. C'était plus Exact. Vizi qui faisait le. Mais c'est à lui que tu me faisais penser un peu. Tu as un petit air de Wari. tu vois, la dernière fois, je me disais, il me fait penser à quelqu'un. Ouais. Ah ben, tu me fais penser à Wari. Ouais. Tu as un petit air de Wari. Je te jure, c'est vrai. Et tu vois, c'était pas Jul qui. Jul, il était sur le rap et c'était Vizi qui chantait plus. Ouais, Avant ça, c'était Giuliano 135, c'était rappé et tout. ouais. Et puis il arrive quand il passe chez Liga One, qui sort dans ma paranoïa, où il y a Khalif et tout. Et il vient avec se son passe un univers. tournant. Ouais. Et à ce moment-là, le rap français a changé. C'est ça ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que nous, on est en maison de disque. Pourquoi je te dis c'est compliqué? Encore une fois, Jul, après,
il est rentré dans ma playlist. Tu vois ce que je veux dire? Avec le temps, il y a des morceaux qui sont rentrés dans ma playlist, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je fais un parallèle avec l'industrie musicale. Ouais. Ce qui se passe, c'est que nous, on signe à cette période-là. On est dans les mêmes périodes. Tu vois, on est quasiment. Donc, d'un coup, il se passe un bordel dans la tête des directeurs artistiques en maison de disque. Pour eux, c'est le chaos. C'est-à-dire, on comprend plus ce qui se passe. Attends, mais c'est quoi ce style? Mais attends, mais ça veut dire il faut faire ce style maintenant? Mais c'est quoi le... Et tu sais, les DA, c'est pas pour jeter la pierre, mais 80%, allez, 70% des DA... C'est du copier-coller. Oui, ils regardent ce qui marche. Bien sûr. Ils scrollent sur les réseaux ou autres, ils regardent ce qui marche, et ils te disent, ouais, ça serait bien que tu fasses ça. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas souligné, c'est que à l'époque, le rap, il est divisé en deux. Si t'es en major, t'as une chance d'exploser. Ouais. Si t'es under, t'es pas... C'est plus compliqué. C'est quasi impossible. Mais regarde ce qui se passe à cette époque. C'est là où l'époque est dingue. Moi, je signe à la mauvaise période. Je te jure. Parce que l'époque est folle. C'est-à-dire qu'il y a Jul qui arrive. Je me rappelle, quasi même période, peut-être. T'as La Crime qui arrive. Ouais. Indépendant avec 13e art. Ouais. T'as Mister Yul, je crois qu'il signe direct. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il signe direct chez Vanish. Il le voulait dans Def Jam, il le voulait direct, tu vois. Mais bon, en fait, t'as les côtés indépendants qui commencent à renverser la tendance du côté maison disque. Tu vois, ça commence à renverser la tendance. Et ça a chamboulé, si tu veux, l'industrie du rap. Totalement. Ça l'a complètement chamboulé. Et puis le fait que la barrière à l'entrée pour entrer dans le rap soit de moins en moins haute, ça a permis à plein de talents d'émerger sans dépendre des maisons de disques. Qui avant, c'est la pluie et le beau temps. Exactement. Si t'étais pas en major, c'était fini pour toi. C'était compliqué. Et Jul, il arrive, il est chez Liga One, il fait son truc. Et la force qu'il a eue, c'est que ça a plu. C'était un style nouveau. Il a touché sa cible, il a touché son public. Après, il est authentique, il est lui-même. Tu peux comprendre, après coup, quand tu réfléchis à sa musique, à qui il est, tu comprends pourquoi ça touche les gens, tu vois. Il y a une simplicité, il y a un truc dans ses paroles, dans son texte. Il y a un côté très rail un peu, tu vois. Nous, à Marseille, on aime ça, tu vois, la musique un peu orientale. Il y a un mélange, je ne saurais pas dire exactement, mais tu vois, il y a ce côté... l'influence. Il y a une influence orientale, une influence rail, une influence avec ce qu'il raconte, etc. Ça touche. C'est un mec c'est le premier mec qui est arrivé, il parlait. Il écrivait pas, il parlait. Il te parlait. Ouais, j'arrive, je rentre dans la lime, je prends ma canette, je ressors, je roule mon truc, machin, je fais ci, je fais là. Tu sais, il te parlait. Donc ce côté-là, après Naps a repris, on va dire, à sa manière à lui, évidemment. Mais ce côté-là, qui fait maintenant le rap marseillais, quand tu dis le rap de Marseille, c'est ça, tu vois. Et ce côté-là. Et moi, si tu veux, regarde, moi j'arrive avec mon bagage de mec qui écrit, qui essaie d'être pointu, qui essaie de glisser des punchlines à chaque fin de mesure et tout. Avec un mec qui a du bagou dans la réalisation de clips, qui essaie de faire en sorte que l'image soit clean, soit propre, tu vois, on va chercher des trucs et tout. J'arrive avec tout ce bagage-là, et c'est comme si d'un coup on me dit, jette ton sac à dos, frérot, tout ce qu'il y a dedans, ça sert plus à rien. Tu vois? Ça me fait penser un peu au problème de Fianso, où pendant des années, il se casse la tête à faire des textes, travailler et tout, et au final, c'est quand il arrive avec le truc le plus simple possible que ça pète. Qu'il arrive à exploser. Il arrive à Marseille d'ailleurs. Premier clip, il se fait à Marseille, à la Castellane. Ouais, il a trouvé la bonne sauce qui a fait toute la différence et il a explosé. Moi, je ne l'ai pas caché. Jul 2013, je me souviens, je suis en Irlande à ce moment-là, je suis à Dublin, je fais ma licence, je tombe sur Jul, je suis comme un fou. Je casse ma tête. Je me dis, mais c'est qui ce type? Il est trop fort. C'est quoi le premier morceau toi, sur lequel tu tombes? Le premier morceau de Jul, c'était des morceaux avec Ghetto Phénomène. D'accord. Je me souviens plus du titre, mais il était jeune. Je me souviens des paroles, mais si je laisse la vidéo, elle va sauter si je chante. Mais je tombe dessus, je suis comme un fou. Après, rap marseillais, c'est toute mon enfance. On parlait la dernière fois de révolution urbaine. Ça arrive avant Jul. Ça arrive bien avant. Bien sûr, bien avant. Je crois que le premier morceau marseillais que je dois écouter, c'est à l'époque où Psychiatre, ça pète. Et sur Skyrock, tu as le son des bandits qui tourne. C'était incroyable. Après, c'est toujours incroyable d'ailleurs. Tu peux l'écouter aujourd'hui, il n'a pas pris une ride. Au taquet. Exactement, cet album. C'était sur la mixtape, je crois, de DJ Cut Killer, si je dis pas de bêtises. Non, bien sûr, le rap marseillais, il a eu son... Et il l'a encore. Hein. Mais Jul, c'est un phénomène qui, quand même, jusqu'à aujourd'hui, je regarde, à chaque fois qu'il sort un album, c'est comme je dis, tu sais, c'est comme au foot, c'est un Maradona, t'en as pas tous les ans, tu vois. Tous les 10, tous les 15 ans, t'as des mecs comme ça. C'est la même histoire. Avant ça, t'avais Black Marché.
qui a aussi ouvert. Ouais, tu as eu Black Marché, mais qui ont pas. Ça n'a pas pété autant que. Non, mais ils ont eu leur buzz, si tu veux, Ouais. dans la région, ils ont eu leur buzz, même plus que dans la Ouais. région. Mais je veux dire, ouais, à Marseille, ils avaient leur truc. Mais d'ailleurs, Khalif, il a toujours collaboré avec Jul, avec Naps, etc. Tu vois. Ouais. Ouais. On va changer de sujet. Le rap, ça a été une grande partie de ta vie. Ouais, énorme. Tu m'as Aujourd'hui, replongé dedans. dans les bons souvenirs. Dans les bons souvenirs. Ouais. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur. Ouais. Ça fait de nombreuses années que tu es sur Dubaï. Ouais, ça fait 4 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette évolution et de cette transition du rap à un entrepreneur avec des business physiques à Dubaï? Bah, si tu veux, comme je t'ai dit, donc pour finaliser sur la partie rap, donc on a fait pas mal de petites choses sympas. Il y a des albums qui sont sortis. Puis après, j'invite les gens à regarder. Vous tapez NOR et vous allez voir, il y a pas mal de trucs sur Internet. Mais en tous les cas, moi, je sens vite que vers 2017, je vois que, tu vois, je pousse, mais il se passe pas grand-chose dans le sens où ça explose pas comme j'aimerais. Et puis même moi, comme je te le disais, tu vois, je crois que c'était en 2018 que ça se passe réellement dans ma tête, fin 2017, et je me dis, tu sais, je me ressens de moins en moins aligné avec le milieu, dans le sens où on avait un studio que Mathieu tient toujours, hein, et je le salue, Studio 22, donc on avait monté ensemble. Et donc ce studio, si tu veux, moi je faisais mes albums là-bas, mais on accueillait aussi des jeunes et moins jeunes qui venaient faire soit leurs albums, soit mixer, parce que Mathieu c'est un très bon, il est très très doué dans le mix, mastering, etc. Donc il faisait ça là-bas. Donc moi je voyais du monde, tu vois. J'étais toujours, je dirais, avec pas mal de monde et la nouvelle génération, etc. Et donc j'ai essayé, si tu veux, en 2017, 2018, j'ai essayé de faire ce pas vers la nouvelle génération, tu vois, d'essayer de passer du temps avec eux en studio, essayer de collaborer sur des différents projets. Mais je sentais qu'au fond de moi, ça sonnait faux, tu vois. Je sentais que quand je partais de là, je me sentais mieux, tu vois. Et puis j'allais voir mes amis qui n'avaient rien à voir avec ça. Ouais. Et tu sais, je me disais, putain, mais qu'est-ce que je fous là-bas? Tu vois ce que je veux te dire? Et donc il y a eu ce truc-là. Et je me suis dit, écoute, ces mecs, à un moment donné, il y a des choses, ça doit changer, ça doit évoluer. Et c'est à ce moment-là, c'est à cette période-là où je me concentre sur d'autres types de business. Je commence à me plonger dans tout ce qui est business en ligne. Je commence tu vois, à regarder un peu à droite à gauche ce qui se passe dans le business, dans les affaires. Et tu sais, faire du business physique, finalement, pour moi, c'est moins compliqué. Ça a été moins compliqué pour moi. Tu disais, j'ai des business physiques ici à Dubaï. C'est vrai, on a un café, un concept store. Et on a également, j'ai des parts dans une société de rénovation. Mais ça, c'est moins complexe parce que c'est des trucs que j'avais déjà fait par le passé. Tu vois? Donc, j'avais déjà eu un snack dans le 15e. J'avais déjà tenu un truc avec ma mère. Enfin, tu vois, on avait déjà eu des trucs dans la famille qui font que ce côté-là, c'est pas le truc qui me fait le plus peur. Tu vois, je sais comment ça fonctionne. Mais c'était pas de la peur, hein, mais le business en ligne, c'était plutôt de la découverte. Tu vois? Nouveau pour moi. C'est quelque chose dans lequel je suis rentré. Et quand j'ai commencé à fitter avec ça, je me suis dit, bon, ben, je crois que j'avais fait un dernier album pour le kiff. J'avais fait un dernier truc, tu vois. Et basta, après, de là, ben, pour te faire le parallèle avec Dubaï, je crois vers 2019-2020, bon, je venais régulièrement. Alors bon, faut savoir que j'ai mon frère qui est là maintenant depuis une dizaine d'années. Dubaï, la première fois qu'on a mis les pieds ici, c'était en 2012, avec mon frère justement, pareil, pour du business, tu vois, à l'époque. Et donc, je savais que à un moment donné, j'allais certainement faire un move ici. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Je savais pas quand, je savais pas comment, de quelle manière, etc. Mais c'était dans un coin de ma tête, tu vois. Et donc 2019, Covid, je crois que c'est ça, hein, 2019, si je dis pas de bêtises. Moi, je suis dans mes business en ligne. Je développe à fond, e-commerce, etc. Tu vois. Tu prends la vague. Je prends la vague, ça se passe plutôt bien pour moi. J'apprends énormément. Tu vois, je suis dans cette phase, à cette époque-là, où je me forme énormément, j'apprends énormément. Je découvre tellement de nouvelles choses. J'ai des déclics sur déclics, tu vois. C'est un truc de fou, ce qui se passe à ce moment-là. Et donc, Covid, à ce moment-là, on bougeait beaucoup à Dubaï, tu vois. Parce que c'était le seul pays, je crois, après la deuxième vague de Covid, Ouais. c'est le seul pays qui restait ouvert. Donc, on venait régulièrement ici. On y a passé un mois et demi, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai dit, non, mais c'est ici qu'il faut vivre, en fait, tu vois. C'est ici qu'il faut vivre. En plus, si tu es digitalisé, il n'y a pas de raison, tu vois. Et donc voilà comment j'ai fait le pas à Dubaï, donc fin 2020, début 2021, boum, je suis venu ici. Je me suis installé, depuis on est là et tout se passe bien. Ton café, il met en avant cette culture kabyle.
J'y pensais la dernière fois, les Kabyles, par rapport à l'Algérie et aux Algériens, Ouais, sont souvent bien meilleurs en termes de business. Souvent, c'est les Kabyles qui tiennent des business. ouais. Est-ce que tu as une explication à ça? Qu'est-ce qui fait que vous ayez cet avantage? Honnêtement, je ne saurais pas te donner une explication précise. Et en plus, si je commence à rentrer dans une explication comme ça, je vais me faire insulter dans les commentaires. Je vais me faire tuer dans les commentaires. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est une réalité que beaucoup de Kabyles, mais je dirais même plus berbères, parce que Ouais, côté marocain aussi, tu vois, on a ce truc-là de. On aime bien, tu vois. On aime bien parler affaires, on aime bien, tu vois. Tu sais, nous, avec mon frère, par exemple, tu nous mets dans une pièce, on est horrible, frère. C'est-à-dire que tu vas nous parler de n'importe quoi, on va dire, ouais, mais ça, si tu le fais comme ça et de cette manière, tu sais, on est ce genre de profil, tu vois. Toujours à vouloir trouver un business ou une idée dans un truc, etc. Ça fait partie de notre nature. Et c'est vrai que chez les Kabyles, tu as beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté. Ouais, c'est vrai, c'est une réalité. Mais pourquoi, je ne saurais pas te dire. Honnêtement, il y a pas de. Je ne saurais pas te dire. Ça, franchement, je ne saurais pas te répondre. ouais, c'est un parallèle que je me faisais. J'ai remarqué ça, tu vois, que C'est les vrai. Kabyles étaient très développés niveau business. Donc aujourd'hui, tu as t'as ton concept store. Exact. Qu'est-ce qui t'amène à. Parce que tu m'as parlé de digitalisation, de mecs qui travaillent en ligne. Alors aujourd'hui, la mode, c'est que tu as en tout cas, ils s'appellent comme ça, les digital nomades. Ouais. C'est beaucoup de bullshit pour pas grand-chose. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à, encore une fois, évoluer, continuer le business physique, Ouais. mais vouloir te développer en ligne? Ben, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que déjà, la première chose que j'ai appris, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est la première chose. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire en même temps. Ouais. Donc, il faut développer les choses. Et une fois que tu as réussi à mettre en place cette roue-là qui tourne toute seule, à ce moment-là, tu commences à réfléchir à autre chose. Et si tu veux, le online, c'est quelque chose qui me plaît déjà de base. Tu vois, j'ai, je dirais, cette faculté à pouvoir rester devant mon ordi, à bosser, etc. Il y a des gens qui détestent ça, tu vois. Moi, c'est un truc qui me déplaît pas. Et je me rends compte que en ligne, à l'heure actuelle, il y a énormément d'informations, mais il y a beaucoup de bêtises. Il y a beaucoup Ouais. de jeunes qui finalement, si tu veux, c'est en fait le jour où j'ai compris ça, c'est le jour où j'ai vu un programme qui s'appelle la DWA, Digital Wealth Academy. Vous pouvez aller regarder. C'est un programme qui fait que tu achètes le programme, d'accord? Et ensuite, une fois que tu as le programme, tu peux revendre le programme. Tu vois? Et c'est comme ça que tu gagnes ton argent. Et en montrant aux gens que tu as revendu le programme, ben, tu les incites à acheter ton programme. Ouais. Et en fait, ça dit quoi? Quand tu vois un truc comme ça dit que on arrive dans une ère où il y a zéro compétence chez le formateur Oui. qui te parle sur les réseaux. Il y a zéro compétence. Il n'a rien fait. Ouais. Il a juste acheté un programme et il te revend. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, il y a un truc qui est en train de se passer. Et après, très sincèrement aussi, il y a le côté opportunité. Je me dis, si je ne saisis pas l'opportunité maintenant d'aller donner mon expérience, mon expertise dans mon domaine, mon évolution, etc., dans le en ligne, dans le online, dans le digital, je pense que moi-même, je vais passer d'une part à côté de quelque chose et j'aimerais bien donner de l'information de qualité et de valeur, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les trois quarts des vidéos qu'on retrouve sur YouTube sont faites par des mecs qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas monté de business, Ouais, qui ont vu trois vidéos et qui vont te recracher la même chose. c'est ça. Ce qui fait que 90% des gens qui consomment du contenu, ils sont bombardés d'informations qui n'ont aucun sens, où chacun dit tout et son contraire. Exact. Tu nous parlais de ton expérience d'Anicom tout à l'heure. Je vais te poser des questions qui fâchent. Mais les gens savent, on est à Dubaï. Dubaï, c'est une très belle ville, etc. Ah, mais il y a eu du Putain. scam, il y a eu beaucoup de choses, Voilà. bien sûr. Il y a eu beaucoup. Il y a une époque, je sais pas si c'est encore le cas. Tous les e-commerçants vont se reconnaître. Il y a une époque, tous les scammers, où si tu allais avec ton ordi, tu avais le malheur d'aller avec ton Mac au, Rixos. au Rixos à DBR, là-bas, Ouais. tu connectais ta Wi-Fi et boum, ton Stripe, ton compte sautait directement. Parce que tu as des mecs, ça en fait, en France, on est spécialiste de ça, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une brèche qui s'ouvre, au lieu de se dire, OK, on va faire un truc éthique, on va faire un truc propre, tu vois. Moi, j'ai fait des millions en ligne. J'ai fait des millions avec une seule boutique. La même. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? La même. Ça a été la même. Certifié, hein, tout ça. Je peux montrer. Ça a été la même, tu vois. 1,7 million, 1,8 million avec une boutique.
Ce que je veux dire par là, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire j'ai fait de l'argent, waouh. Non. Ça veut dire je me suis concentré à rester clean, clair sur ce que je faisais, tu vois, etc., etc. Et à brander, à mieux brander, à améliorer le branding, etc. C'était surtout ça mon travail. Mais c'était pas à me dire, ouais, je vais aller. Et ce truc-là, malheureusement, mais après, qu'est-ce que tu veux faire? On en parlait la dernière fois. Imaginons, toi, maintenant, demain, Karim, je te mets à 20 ans, 18, certains 15, 16, et je te dis, tu sais, si tu fais ça, ça et ça, tu peux potentiellement faire 100 000 euros, 200 000 euros en très peu de temps. D'accord? Qu'est-ce que tu vas dire? En fait, le problème, c'est que, et c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que, et je suis très content, moi, d'avoir la religion dans ma vie, parce que sinon, Bien sûr. il y a des chances que tu peux facilement péter les plombs quand tu fais Ah, beaucoup d'argent. tu peux glisser. Non, si on te propose de l'argent facile, tu sais, quand on était jeune, on était tous confrontés à ça. On va pas se mentir. On était tous confrontés, enfin tous, pas tous, mais je veux dire, en tout cas moi, où j'ai grandi, j'étais confronté à ça. L'argent facile. J'ai vite compris, moi, personnellement, que c'était pas pour moi, que j'étais pas fait pour. Je suis pas un méchant, j'arrive, tu vois, il y a des trucs que je sais pas faire, tu vois. Donc j'ai compris, et grâce à Dieu, le rap, si tu veux, m'a mis sur cette voie-là et m'a fait évoluer différemment. Mais j'arrive à comprendre que si demain tu ouvres la porte à ce genre d'opportunité où Oui. les mecs peuvent potentiellement, c'est quoi l'arnaque? Faut l'expliquer. L'arnaque, c'est en gros, par exemple, ça c'en est une. Tu vas faire une énorme promotion avec une influenceuse, avec ce genre de gens, sur un produit. Tu vas rentrer à mort de cash et tu vas jamais délivrer le produit. Tu vas fermer la boutique, tu vas encaisser ton cash. Après, ils ont des méthodes, hein, sûrement, tu vois, pour encaisser crypto et tout ça. Et merci, au revoir. Tu vois. Et tu récupères comme ça, potentiellement 100 000, 200 000, 300 000 de cash. Et donc, après, il y en a eu d'autres. Après, il y a eu les NFT. Il y a eu plein de choses qui sont passées. C'est vrai que Dubaï, à un moment donné, ça a été catalogué comme cette ville, mais je crois que ça y est, tu vois, ça c'est avec le temps plus ou moins nettoyé. Je dirais qu'on voit moins ce genre de choses. Et puis aussi parce que la conjoncture économique fait que c'est plus aussi simple que ça maintenant d'aller faire ce que ces gens-là font, tu vois. Faisaient en tout cas. Ouais, bon, ça existe toujours. Aujourd'hui, tu vois, là, par exemple, en début de semaine, j'ai reçu un message sur Instagram d'un logiciel où, en gros, les mecs, ils me proposent de faker un dashboard. En D'accord. gros, je peux avoir un super dashboard bien fait, je peux faire croire que j'ai fait 1,5 million en e-com, alors qu'en vrai, j'ai pas un shop qui tourne. Ouais. Et ce côté-là, en fait, tu le retrouves dans tous les domaines. J'en parlais avec un pote tout à l'heure, qui est très connu dans le monde du online français. Ouais. Qui, à mon sens, est top 3 facile et il est pas troisième. Ouais. Que ce soit dans le milieu des agences, que je connais très bien, l'e-com aussi, où j'ai beaucoup pratiqué. Ouais. Les mecs, aujourd'hui, ils n'ont pas de compétences. Le scam est facile. Ce qui fait que t'as pas... Quand tu scams, ou quand tu arnaques les gens, ou quand tu délivres pas, tu n'as jamais cette recherche de progression. Tu es juste là pour prendre ton argent facile. C'est ça. T'aimes l'argent, mais t'aimes pas le process pour le gagner. Exactement. Donc à long terme, tu tiens pas. Ben non. Et c'est Gary Vaynerchuk qui disait ça. Si t'aimes le process pour gagner de l'argent, t'en gagneras toujours énormément toute ta vie. Exact. Et ça, je l'ai compris il y a pas très longtemps. C'est que je suis plus amoureux du process de progresser chaque jour Ouais. et de devenir meilleur. Et en fait, l'argent, évidemment, quand j'avais pas d'argent, mon seul but, c'était de faire de l'argent. J'ai pas commencé pour la gloire. Exact. Ça fait partie du moteur au départ Voilà. qui va te lancer dans une aventure. Sans argent, tu peux pas évoluer dans la vie. Non. Mais passer un certain cap, c'est plus l'argent qui va changer ta vie. Que tu prennes 5, 10, 15, 20 000 de plus par mois, en fait, tu as le même confort. Ouais, tu le vois, ça fait pas forcément la différence. Exactement. Ouais. Et si tu n'aimes pas le process pour gagner de l'argent, tu vas abandonner au premier obstacle. Exact. Et c'est comme les mecs qui gagnent un peu d'argent et qui après, je vais dire, ils deviennent soft. Ils sont plus autant à fond. Ouais, Ils perdent la dalle. Ouais, ils ont plus la dalle. Cette dalle qui fait que... Ça, pour moi, c'est le pire des défauts, c'est que si tu perds ta dalle, t'as perdu un peu qui t'étais. T'as perdu beaucoup même. En fait, moi, ma dalle, comme tu dis, c'est justement ces projets un peu qui diffèrent, tu vois. Il y a des projets, pardon, quand par exemple tu es dans le digital, toi qui as une agence, tu sais, où c'est des process, c'est assez répétitif, tu vois. Tu sais comment les choses se mettent en place et c'est répétitif. Et moi, ma dalle, pour la garder, quand je suis dans des process répétitifs, que ce soit du e-com ou autre chose, justement, j'aime bien sortir de ma zone de confort et aller me confronter dans la rénovation, par exemple. J'y connaissais rien il y a encore 6-7 mois derrière, tu vois. Et maintenant, je commence à avoir des compétences. Je suis capable d'aller sur un chantier tout seul, sans mon associé, pour aller maîtriser, tu vois, etc. Et donc, ce truc-là, le fait de sortir de ma zone de confort, c'est comme ça que je garde ma dalle, tu vois, comme tu disais tout à l'heure. C'est comme ça que je l'entretiens, tu vois.
en me mettant. Ce qui serait top, mais on le fait pas, mais ce qui serait top, c'est de tous les jours, au moins une fois dans la journée, se mettre dans une situation inconfortable. Mais vraiment inconfortable, tu vois. Vraiment. Et ça serait. Mais on n'a pas l'opportunité, tu vois, de le faire. Mais ça serait l'idéal, si tu veux, pour à chaque fois sortir de ta zone, sortir de ta zone, sortir de ta zone le plus loin possible. Pour après, tu vois. Moi, ce qui me trigger, tu vois, pour garder cette dalle, j'ai joué au foot pendant très longtemps à un très très bon niveau. Ouais, tu Et m'avais en dit, fait, ouais. chaque semaine, ce que tu as fait le week-end, on l'oublie. Et on passe au match qui suit. Et en fait, ce truc-là, ça me suit encore aujourd'hui où j'ai des gros objectifs, j'ai des achievements, où je fais des super trucs. Mais en fait, quand j'y arrive, j'ai aucune émotion. Et Ouais. ça, ma femme, elle me le dit souvent. Elle me dit, ce truc-là, tu voulais le faire depuis longtemps, t'as réussi, t'as signé, t'as fait tel truc et tout. Célèbre pas. Sois content, célèbre. Ouais. Et un jour, j'ai lu une phrase de Sergio Ramos qui disait, quand tu joues au Real Madrid, si tu gagnes la Ligue des Champions, le lendemain, c'est oublié, on pense déjà à gagner la prochaine. Ouais. Donc tu peux plus te reposer là-dessus. Et c'est un truc qui me suit encore, où les seuls moments où j'ai des émotions, je me régale, etc., c'est totalement décorrélé du business. C'est quand il y a l'OM qui joue, Ouais. quand il marque, etc., il y a de l'émotion. Mais dans le business, j'en ai jamais. Je suis toujours concentré sur ce qui va venir après. Sur l'étape d'après, ouais. Je vois Et c'est ce qui fait que c'est une course sans fin. C'est la course aux richesses, entre guillemets, qui fait que ça s'arrête jamais. Ouais. Et si tu aimes le process, tu peux durer... tu peux durer indéfiniment. Ah, indéfiniment. Mais tu sais que j'avais exactement la même chose, le même feeling dans toute la période de musique, période rap. C'était exactement ça, tu vois. Je savais qu'ok, on avait fait ci, on avait fait telle date, on avait fait tel truc. Mais pareil, tu vois, ok, c'est quoi la suite? Next, à chaque fois. Maintenant, après, j'ai pris de l'âge aussi. Et forcément, tu mets de l'eau dans ton vin, tu es plus mature, tu es différent. Maintenant, j'apprends à célébrer. Maintenant, j'apprends à passer du temps inutile, des fois avec des amis, tu vois, et justement de faire en sorte que ce temps ne soit pas inutile, ne soit plus inutile, mais que ça soit du temps utile que je vais donner avec soit la famille, soit les amis, soit des proches, tu vois. Et je trouve finalement que, tu sais, pour être un bon entrepreneur, pour moi, il faut maîtriser l'équilibre, d'accord? Et il faut avoir cette maîtrise de, ok, je sais que en termes de charbon, il n'y a pas de problème. Tu vois, je crois que c'était Will Smith qui disait ça. Il disait, moi, tu me mets sur un tapis de course et vas-y, je meurs avant de tomber du tapis. Tous ceux qui sont à côté, là, ils vont s'arrêter avant moi. Tu vois, quand je travaille, j'ai cette mentalité-là. Il n'y a pas de problème. Je mets un casque, deep focus, personne ne me branche. Je vais au bout, même sur le terrain, etc. C'est pareil, tu vois. J'ai un truc en tête, je vais aller le chercher. Mais par contre, je veux l'équilibre. Tu le sens, par exemple, quand tu fais une semaine complète de charbon. Si t'as pas donné un peu de temps avec la famille, si t'as pas donné un peu de temps là-dedans, si t'as pas dispersé, si tu veux, ton bien-être de manière proportionnelle, avec plusieurs aspects, je dirais, différents, ben, à ce moment-là, tu te rends compte qu'à un moment donné, bon, ben, il y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais. Tu vas te retrouver soit en fin de semaine un peu aigri, soit un peu énervé, soit il y a un truc il y a un truc qui se passe, t'as vu, à l'intérieur, tu sens que... C'est ta work-life balance. Exactement. Ouais. Exactement. T'as parlé de Will Smith. Ouais. On va parler un peu des entrepreneurs qui t'ont inspiré. Moi, depuis le début, Day One, c'est Bernard Tapie qui m'a donné envie de... On en a parlé la dernière fois. Bernard Tapie, c'est une icône chez nous à Marseille, frérot. Tapie, c'est... Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, les mecs, quand tu regardes, je consomme beaucoup de contenu sur YouTube, français, anglais, américain, etc. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Zuckerberg, Jeff Bezos. Jeff Bezos et Elon Musk. Voilà. Comme si avant, il n'y avait eu personne. Ouais, mais en fait si tu veux, c'est la nouvelle génération qui ramène ça. La dernière fois, on en parlait de ça. Entrepreneur, déjà, moi, j'aime pas ce mot. Parce que quand je vois les entrepreneurs de maintenant, j'ai l'impression de voir un mec qui sort de HEC. J'ai rien contre les gars qui ont fait HEC. Hein. Mais tu sais, très cadré, voilà, tac, tac, tac. Alors que moi, je me considère plus comme un débrouillard. Et comme je te disais la dernière fois, plus comme un mec qui va chercher des affaires, qui va faire des affaires. Tu vois, il y a une bonne affaire là-dessus, ok, on y va. Et donc, côté Tapie, tu vois, c'était plus ça. C'était un affairiste. Le mec, il allait faire des affaires. Les gens, ils le prenaient pour un requin à l'époque, tu vois. Il allait dépecer des affaires. Tu vois, mais en tous les cas, c'était un homme d'affaires. C'était un mec qui allait faire des affaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu, tu vois, ce côté entrepreneur, tout ça, start-up, tu vois, il y a eu tous ces termes qui sont arrivés.
des trucs très très compliqués pour dire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas soit lever de l'argent pour essayer de développer ton truc, soit machin. Mais la roue, elle a pas changé en fait. C'est la même, Bien tu sûr. vois. Il n'y a rien qu'à changer. C'est juste les mots, les appellations, etc. Mais ouais, pour te dire, les entrepreneurs dont moi j'ai été fan, bah, Bernard Tapie évidemment. Tchaki encore. Euh, qui m'a vraiment marqué. Après, c'est pas forcément des mecs, des hommes d'affaires, tu vois. Un mec comme Will Smith, son parcours, Ouais. à chaque interview qu'il donnait, tu vois, c'est un mec qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, vraiment. Voilà, comme ça, j'en ai pas plein qui viennent dans ma tête, mais Il y a eu Bernard ça va me Tapie, revenir. évidemment, comme je pense tout supporter de l'OM, tu Ouais. vois tes plus grandes heures à Bernard Tapie, un mec qui vient pas de... Et ce qui l'a tué, c'est son entrée en politique. C'est que la politique, si Ouais. t'es pas du milieu, c'est pas fait pour toi, Ouais, exact. faut pas y aller. Exact. Il y a eu Xavier Niel à une époque, que j'aimais beaucoup. Ouais, c'est vrai, Xavier Niel, ouais. Qui c'est qu'il y a eu encore? Que lui aussi, hein, on a essayé de le tuer, mais il a réussi à rebondir. Il a démarré avec les Minitel Rose, Ouais, enfin, des trucs... ouais, on a essayé de lui mettre, on a essayé de l'enterrer avant qu'il de le tuer dans l'œuf, quoi, tu vois. ouais, il passait Mais par la case prison. c'est ça, mais il a réussi à. Ouais, Xavier Niel, très beau parcours aussi. Après, je pense que quand t'es... On a fait le parallèle entre le rap, les affaires. T'es obligé d'avoir ce côté débrouillard où t'as pas un, mais il faut que tu arrives à faire deux. T'as pas le choix. C'est Et, ça. et par contre, il y a un côté très... où pour le coup, c'est un désavantage à mon sens. C'est que quand t'es dans cette culture rap, hip-hop, t'as un côté très sectaire. Où t'es très fermé et tu veux pas te mélanger avec ceux qui sont pas de chez toi, qui sont pas de ton milieu. Ouais. Et ça, c'est un truc tu vois, que j'ai encore aujourd'hui où, je te le disais la dernière fois, moi j'ai du Ouais. mal à les gens que je connais pas, je vais pas aller parler avec eux. Ouais. Bah moi, déjà, de par mon affaire ici aux Émirats, je vais à la rencontre des gens, je parle avec eux, tu sais, ça fait partie du métier. Ouais. Donc je suis obligé. Mais malgré tout, non, j'ai appris avec le temps. Avec l'âge, Avec l'âge, le temps. Et non, j'ai toujours été quelqu'un ouvert. d'ouvert, tu vois, Ouais. qui parle avec tout le monde, qui s'intéresse Ouais. d'ailleurs au parcours différent. Moi, je vais être plus fasciné des fois par des parcours qui sont complètement à l'opposé de moi. Ça va me fasciner, je vais être demandeur, tu vois, je vais poser Ouais. plein de questions, etc. L'un des, pour moi, l'une des clés de succès, où on est un peu. Tu regardes le contenu sur YouTube, on n'est pas spécialement représenté, dans le sens où ce qu'on fait, ce qu'on apporte, etc., on le retrouve pas forcément. Ouais, On parlait de ce côté caméléon, on s'est défini comme ça, toi et ouais, moi. exact. C'est qu'en fait, tu peux nous mettre avec certains milieux, comme avec des mecs tu vois, d'HEC, comme on disait, Ouais. on sera à l'aise partout. C'est ça, ou comme des multimillionnaires Ouais. de 70 balais avec qui on va rigoler, on va se taper des barres et tout. Ben, en fait, le parcours que tu disais, le côté rap, etc., machin, qui t'amène à finalement entreprendre réellement dans la vie réelle, enfin, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, et même toi, tu te rends compte qu'à un moment donné, si t'es pas un caméléon, mais ça va mal se passer. Tu comprends? Si t'es sectaire, ça va pas être possible. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est juste pas possible. Mais en fait, c'est parce qu'à un moment donné, tu es confronté. Ouais. À un moment donné, ton jargon de l'époque, quand tu es devant le mec qui doit t'ouvrir la porte, un banquier, peu importe, qui doit te pousser la porte pour que tu puisses aller lever un peu d'argent pour pouvoir potentiellement ouvrir ce truc, bah, ton jargon, frérot, tu vas le laisser À la au porte, quartier. ouais. T'as compris? Donc, et ça, cette intelligence-là, tu vois, de la rue, un peu tout, c'est ce qui fait. Moi, des fois, je disais à des potes qui sont restés dans la rue ou qu'on fait des trucs, tu vois, dans ce domaine-là, je dis, mais toi, demain, on te met à la tête d'une multinationale, t'exploses tout. T'exploses tout parce que t'as tout. Le mindset, le machin, les mecs, ils sont, tu sais, Ouais. ils ont déjà les compétences. Alors peut-être pas, tu vois, les capacités de s'asseoir Oui. sur un bureau, machin et tout. Peut-être Mais pas avec les bons codes. voilà, pas les bons codes. Mais la réalité, c'est que la réflexion, tu vois, la vivacité d'esprit, ce truc d'analyser un environnement et de le scanner, de le comprendre, c'est quelque chose qui vient qu'on t'apprend pas à l'école, quoi. Tu vois, tu peux faire HEC, je pense pas qu'on Exactement. t'apprend ça. Ouais. Je pense que si t'as pas... Il faut pratiquer pour Obligé. comprendre ce truc-là. T'es obligé. Cet aspect caméléon que t'es partout chez toi. C'est ça. T'es jamais mal à l'aise parce que t'es avec Pierre, Paul, Jacques ou dans des trucs plus sombres comme dans des events On peut plus te classe. faire sentir mal à l'aise. Ouais. Ça arrive. On Bien peut, sûr. à un moment donné, vouloir faire Ouais. en sorte que tu sois mal à l'aise. Après, c'est toi comment tu vas
comment tu vas l'interpréter, comment tu vas le percevoir, tu vois. Mais dans tous les cas, même si ça arrive, il faut montrer que voilà, je suis là, c'est qu'il y a une raison, je suis pas là pour rien, tu vois. Justement, en parlant de ça, est-ce que des fois, tu as ce sentiment où tu te dis que tu dois prouver plus que les autres? Mais complètement, j'en ai fait des chansons, évidemment. Un de mes meilleurs morceaux, tu vois, je pensais à ça en venant sur la route, je savais qu'on allait parler de rap et tout. C'est un morceau qui est pas du tout connu, qui est sorti sur, je crois, mon premier album, un truc, La France sur écoute, c'était en 2006. Ah ouais. D'accord. Et le morceau, il s'appelle Débrouillard. Je t'invite Ouais. à checker, tu verras. Et c'est marrant parce que c'est donc en 2006, donc il y a presque 10 ans. Et donc, je parle de ça, de ce côté où, ouais, tu dois faire toujours plus, en fait. Tu dois prouver, tu dois, tu vois, bah déjà de par les conditions en France, quand tu vois, quand t'es un jeune qui s'appelle Karim, tu vois, c'est plus compliqué que Bien sûr. Antoine ou d'autres, mais sans se victimiser. Je veux dire, tu as toujours besoin d'aller prouver plus que les autres à chaque fois. Tu vois. J'ai toujours ressenti ce truc-là, même si moins maintenant. Je pense que je me suis beaucoup assagi aussi, tu vois, avec Ouais. le temps. Un con, ça reste un con. Tu avais un mec que je vois que il a des préjugés sur moi. Bon, ben, ouais, c'est juste un imbécile, tu vois. Faut pas faire attention. Après, tu évolues avec le temps, ouais, tu évolues. Et puis, tu as deux manières de voir le truc. Soit tu te victimises et tu dis, bah, pour moi, c'est bloqué, on veut pas de moi, nanana. Soit tu retrousses tes manches, t'en fais 3 fois plus et tu écrases Exactement. tout ce qui se présente devant toi. Exactement, Après, c'est exactement. un choix. Pour le coup, si tu rentres souvent en France, Là, cet été, j'y étais. ouais, Ouais, j'y étais pendant c'est 2 encore mois. très très présent. Tu vois, une fois que tu as goûté à la vie à l'étranger Ouais. et au traitement qu'on te donne à l'étranger, le respect qu'on te donne et que tu rentres en France, tu es toujours vu de la même manière et Bon, quel que soit ton niveau social, hein, ouais, ouais. ça Non, change c'est pas. clair. Bien sûr. Mais après, j'ai cette chance, moi, déjà, d'habiter dans le sud. Ouais, Première chose, quand j'arrive à Nice. Donc ça va, c'est cool. Tu vois, j'arrive pas à Paris. Je l'ai fait une fois et Paris, plus jamais. Plus jamais. Après, je les comprends. Je me mets à la place des gars. Eux, ils sont dans la grisaille. ouais. Ils sont dans ce bruit permanent. Un mec qui arrive tout frais là, de Dubaï, je sais pas quoi. Tu vois, ça les énerve. Mais c'est normal. J'arrive à les comprendre. Tu vois ce que je veux Toi, dire? t'arrives, t'es solaire, t'es content. Ouais, t'es content. Et tout. Ah, ça les énerve. Et puis t'en as, ils abusent. Ils arrivent, ils sont placardés Ouais, élevés, Rolexés, ce que tu veux. Forcément, le mec, il pique sa crise quand il te voit arriver, tu vois. Mais non, à Nice, ça va. Franchement, à Nice, les douaniers, ils sont top, honnêtement. En plus, tu sais quoi, j'ai une usurpation d'identité sur mon nom depuis à peu près. Ça fait un moment que je me traîne ça, ça fait quelques années. Donc à chaque fois, tu sais, quand je passe au douanier, je suis obligé de leur dire, ouais, usurpation, je peux pas passer au biométrique, tu vois. ouais. Et ils le savent maintenant, ils m'ont, tu vois, dans le registre et tout. Ouais, ok, ça va, mais ils check. Et les mecs ont toujours été cool, respectueux, de la bombe atomique. Après, tu as cette autoroute, moi je vais jusqu'à Marseille, Ouais, ouais. qui est propre, tu vois. Donc ça va, franchement. Après, Après, ouais, c'est quand tu vas aller dans les grandes villes ouais, où tu vas capter l'ambiance, des fois la tension, tu vois, à Marseille, tu vas le sentir, ça. Ce que je sentais plus depuis, tu vois, depuis que je suis là. ouais. Mais ouais, faut pas tomber. J'ai pas non plus envie de tomber dans ce truc ouais, on vit dans une bulle, tu vois, machin. Non, Oui, non, non, c'est pas la vie. C'est pas la vie, tu vois. Avec ce qui se passe en plus autour de nous en ce moment, évidemment que c'est pas la vraie vie, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est la vie qu'on se constitue, mais c'est une bulle le ici. monde dans lequel on vit, Ouais. il est pas fait que de ça. Donc, ouais, il y a beaucoup d'efforts à faire quand tu vis dans une ville comme Dubaï pour aller Revenir à la vie réelle. revenir à la vie Ouais, réelle. Tu vois, il faut le faire, je pense. ouais. Surtout pour les enfants. Je pense beaucoup aux enfants pour ça, tu vois. On parlait, euh, on parlait la dernière fois de morning routine. Alors, tu Ouais, sais, je sais pas, il y a quelques mois, quelques années même maintenant, il y a ce concept de monk mode ouais, où les mecs ils font un reset et ils arrêtent tout excès. ouais, On a beaucoup rigolé parce que nous, c'est des trucs qu'on fait depuis des années et ouais. on s'est pas dit, tiens, je vais faire une vidéo, je vais leur expliquer le matin quelle est la clé du succès. Non. Est-ce que tu peux nous parler un peu, toi, de ta morning routine? Qu'est-ce que tu as mis en place? Concrètement, moi, le matin, si tu veux, quand je me lève, je mange à peu près 2,5 kg de flocons d'avoine. Je les avale cul sec. Non, je rigole. Ensuite, non. Je prends Non, une douche froide. je me lève le matin, je me lève relativement tôt parce que bon, j'ai les enfants et que Ouais. j'aime bien ce calme le matin. Je prie, je lis un peu,
Et ensuite, je planifie mes tâches de la journée, les plus importantes évidemment en premier. Voilà, après, je réveille mon fils, la famille, l'école, tu vois, classique comme tout le monde. Puis après, je rentre à la maison et je me mets à bosser sur les tâches importantes. Après, un peu de sport, et puis voilà. Du deep work. Ouais, deep work toujours. Ouais. Ça, je le conseille, je le préconise à ceux qui bossent en ligne. Il y a des vidéos en plus gratuites sur YouTube. Tu vois, tu tapes deep Bien work. Tu as des vidéos, des fois, de trucs. Moi, j'en ai une, elle dure au moins 4 heures. Tu mets ça sur tes oreilles et tu sais que tant qu'elle n'est pas finie, si tu t'es donné 4 heures, évidemment, Ouais. tant qu'elle n'est pas finie, c'est 4 heures de boulot à fond. Mais ouais, c'est la meilleure manière, je dirais, d'aller tuer le maximum de tâches les plus importantes. Et comme ça, tu vas faire ce que fait peut-être une personne en 3 semaines. Toi, Oui. tu vas le faire en 3-4 jours. Tu vas tout plier, tu vois. On parlait de Dubaï, j'y reviens un peu. Ouais. On a expliqué, pour beaucoup, c'est vu, en tout cas vu de France. Il faut bien comprendre que, vu de France, le traitement médiatique de Dubaï, souvent, c'est exagéré par rapport à la réalité. Ouais, il est hyper négatif. Ouais. Parce Ouais. que, si on est honnête, la France n'a aucun intérêt à te dire, hé les gars, il y a l'Eldorado qui est à peut-être Ouais. 5-6 heures de vol, où t'as pas d'imposition, t'as une qualité de vie. Honnêtement, j'ai passé 5 ans à Londres, j'ai jamais vu ça. Ouais. Tout est extraordinaire ici, évidemment. Et la vie n'est pas forcément excessivement chère. C'est Non. 2 fois moins cher que Londres, par exemple. Et c'est comme toi, tu décides de la vivre. Tu Exactement. veux dépenser, tu peux. Alors là, pour le coup, ici, il y a de quoi faire. Et tu veux vivre normalement, tu peux aussi. Et tu vas trouver du bon, comme les excès, comme dans toutes les grandes Comme dans villes. toutes les grandes villes, c'est pareil. Ouais. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelques années, je crois même, ça remonte, on peut même compter en années maintenant. Donc ici, tu as beaucoup d'influenceurs. Ouais. Et toi, quand tu t'es lancé en e-com, les influenceurs avaient le vent en poupe. Et c'était un moyen fond. d'acquérir du trafic extrêmement Exact, simple. Exact. Puis il y a eu des dérives où les mecs, ils te faisaient 40 stories par jour, ils faisaient 40 placements de produits. Ouais, donc du coup, ça a dénigré, enfin, ça a tué ton placement, Et puis, tu as des mecs comme Sadek et comme Booba, par la suite. qui ont exposé un petit peu les dérives. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça, par rapport aux dérives des influenceurs? Alors là, honnêtement, pour moi, c'est un autre monde, ça, les influenceurs. Tu vois, c'est pas quelque chose que. Déjà, d'une, ça m'a jamais affecté parce que personnellement, j'ai jamais pris d'influenceur. Ok. Je travaillais qu'avec des micros influx. Ok. Et sinon, j'étais en full ads, que ça soit Meta ou que ça soit Google Ads, je poussais à fond sur ces canaux-là. TikTok un peu aussi par la suite, Ouais. et Snapchat. Mais influenceur, en fait, si tu veux, j'avais commencé à faire des demandes, à Ouais. ouvrir un petit peu, tu vois, pour voir un peu quoi faire avec eux. Et quand j'ai vu déjà les prix, je disais, mais attends, mais à quelle heure je vais te donner 2500 € pour que tu me parles de. Non, en fait, je vais jamais te les donner. Et donc, je me suis dit, on va faire un autre travail à l'époque. Et on s'est mis à sourcer des micros influx qui, eux, alors certains, on les payait, mais beaucoup moins cher. Oui. Et des fois, tu avais beaucoup plus de résultats. Et puis en plus, en étant malin, tu pouvais réutiliser donc, la publicité, etc. avec eux. Donc, tu avais du retargeting. Il y avait un truc à faire sur ça. Mais en l'occurrence, les influenceurs, moi, j'ai jamais jeté la pierre non plus sur. Encore une fois, comme je dis, moi, quand il y a une opportunité, il y a quelque chose il y a une porte qui s'ouvre. Ok, à partir du moment où tu voles pas, tu vas pas, comment je pourrais dire ça? Tu vas pas prendre de l'argent à des gens qui n'en ont pas, tu vois ce que je veux dire, et les mettre dans la merde ou faire ce genre de choses. Ça, pour moi, c'est, tu vois, moi, je suis croyant, je crois en Dieu. Ça, tôt ou tard, ça se paye, ce genre de choses, tu vois. Ouais, parce que là tu nous parles d'une arnaque qui est connue pour certains, d'autres ne la connaissent pas. On va parler de Rebill. Ouais. Concrètement, comment ça se passe? C'est que toi, tu achètes un produit en ligne. Souvent, le prix va être très attractif parce que l'intérêt, c'est que tu donnes tes coordonnées et tes coordonnées bancaires. Exact. Et la personne qui a encaissé, derrière, elle a le pouvoir de te refacturer autant de fois qu'elle Autant veut, de fois qu'elle le veut, exactement. tant qu'il y a de l'argent Jusqu'à sur ta que carte. son Stripe il saute aussi. Voilà. Ouais. Sur Stripe, maintenant, il y a Non, même mais je pense qu'ils ont fait toutes les dérives que tu peux imaginer ou pas. Je pense que ces gens-là les ont toutes faites. Ils se sont passés partout, par toutes les dérives. Après, quand je te dis, moi, je me mélange pas à ce monde-là, c'est-à-dire que comme j'ai jamais vraiment eu affaire à ça, bon, déjà, ni de près ni de loin, je fréquente pas, tu vois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu sais, c'est comme, dans ton quartier, tu as un groupe de voleurs. Ils sont 4. Ouais, D'accord? Ils sont 4-5. Tu peux pas dire ce quartier-là, c'est tous des voleurs. bien sûr. Donc c'est compliqué de mettre le doigt sur ce genre de choses. Parce que en réalité, je sais pas moi, qui a volé, qui a pas Oui, volé, oui. qui a fait, qui a pas fait. Je peux te dire,
sans citer de nom, qu'il y a des gens... Premier podcast, on va pas faire sauter la chaîne quand même. qu'il y a des gens... Non, mais je peux te dire qu'il y a des gens dans le copy trading qui font des choses pas cool. Ça, c'est une réalité. Parce que pour l'avoir vu, et tu vois, ça, c'est vrai. Mais après, dans ce domaine-là, moi, j'ai pas vu, tu vois, je regardais pas leur story. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vendaient, qu'est-ce qu'ils vendaient pas, etc. Tu vois, j'étais pas au courant de ce qu'ils faisaient. Sur l'e-com, en fait, ici, le truc, c'est que quand tu viens sur Dubaï, que tu arrives ici, tu es amené à connaître plein de scams et plein de gens qui scamment. Ouais. Et c'est un peu comme quand tu as fait un premier délit, tu vois, dans ta vie, tu as fait un petit délit, et puis on te met en prison, et tu côtoies des mecs qui ont fait des plus gros délits. Ouais. Donc en fait, tu vas apprendre plein de choses, et après, c'est toi et ta conscience. T'en fais ce que tu veux. Tu sais, quand t'es père de famille, tout ça et tout machin, moi, j'ai entendu une fois, pour être honnête avec toi ou deux, avec des gars qui sont dans le e-com, où ça a parlé de, tu sais, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça, etc. Ok, perso, je veux dire, je m'en fous, en fait. Tu vois, viens, on parle de choses intéressantes qui peuvent faire avancer le sujet, ou peu importe d'ailleurs. Mais c'est pas des... Voilà, ok, c'est bien, le gars il a fait ça, le gars il a fait ça. Il y en a eu beaucoup, je comprends pourquoi tu mets ce sujet sur la table, parce que c'est un sujet qui est beaucoup revenu ici à Dubaï. Mais je trouve personnellement que depuis je dirais peut-être l'année dernière, en fait, depuis, ça s'est un petit peu tassé, tu vois, toutes ces choses-là. Et même en podcast, en vidéo, etc., on commence à avoir des gens un peu plus intéressants à Dubaï, je trouve, en tout cas. Et puis il y a eu quand même, on parlait d'NFT tout à l'heure, de scam et tout. Ouais. Quand même un mec d'ici qui a fini en prison aux États-Unis. Aux États-Unis, exactement. Donc je pense que ça fait réfléchir. Mais c'est normal. Mais de toute façon, à partir du moment où tu voles, c'est du vol. Hein. À partir du moment où tu voles quelqu'un, où tu fais quelque chose d'illégal, attends-toi à un moment donné à être attrapé. Tu vois. Ne crois pas que... C'est en ligne, donc je ne crois pas qu'il va rien se passer, et que ok, tout va bien. Tu vois, la preuve sur ce jeune-là qui avait fait ce scam sur les NFT. Mais il y en a plein d'autres derrière, à qui j'imagine, on n'a peut-être pas vu parce que l'information n'est pas ressortie, mais à qui il est arrivé des problèmes, tu vois, quand ils sont arrivés à tel aéroport ou tel aéroport. Ça va pas durer éternellement. Exactement. En tu fait, vois, bien mal acquis ne profite jamais. J'ai toujours retenu ce proverbe, et c'est la vérité. Bien mal acquis ne profite jamais. Et puis, il y en a un qui se fait attraper, ça va être la figure publique, c'est comme sur la taxe carbone. T'en as un qui a été très médiatisé, mais t'en as eu derrière qui sont gavés. On est allé chercher les plus gros. Bien sûr. Donc, mais encore une fois, les arnaques, ces trucs-là, si t'es bon, t'es doué, tu fais ton arnaque, tu passes à travers les radars, machin, truc, fais ce que t'as à faire. Mais ne viens pas entacher l'image de ce milieu. Tu vois, il y a des gens qui travaillent très bien dans l'e-commerce. Le dropshipping, il est pas né avec Yomi Denzel. Tu vois, il y avait des gens bien avant Yomi Denzel qui faisaient ce business model, qui le développaient parfaitement, qui montaient des vrais trucs, etc. Ça finissait en marque et tout et tout. C'est pas arrivé avec lui. Tu sais, on a le même phénomène aujourd'hui avec Antoine Blanco, qui est très bon jeune. Mec de Toulouse comme moi. Ah, il est de Toulouse. De la bombe. Il fait ses trucs et tout. Tu vois, je regarde ce qu'il fait, j'ai suivi. Il build une public, tout ça. Et en fait, le problème, quand tu as quelqu'un de populaire comme Antoine, qui propose donc son coaching et ses formations, c'est que ça crée 1 milliard d'Antoine du jour au lendemain sur les réseaux. En fait, si tu veux, le phénomène qui s'est passé avec le drop, le e-commerce, c'est exactement pareil. Quand Yomi il a démocratisé ça à échelle nationale, tu as tous les... Désolé de dire ça, mais tous les caves du coin qui se sont dit on va faire... Je vais devenir le Yomi Denzel. Mais avec la mauvaise intention. Quand je dis les caves, c'est parce qu'ils le font avec la mauvaise intention. Avec le truc de... Et c'est pareil là dans le business de coaching. Tu vois, aujourd'hui, tu vas avoir un potentiel de gens qui sont très intéressants, etc. D'ailleurs, il en filme lui-même, tu vois, qui sont très intéressants, qui proposent des vraies choses, qui ont une expertise, qui peuvent t'apporter quelque chose dans ta vie. Mais dans le lot, tu contrôles, toi, combien il va y avoir de fous qui vont arriver, qui vont être là juste pour chiffrer, juste pour aller. Tu peux pas contrôler. C'est compliqué. Yomi, il a fait un travail extraordinaire. Et ça reste Twitter. Parce qu'avant, quand tu étais sur Twitter, on disait Twitter, c'est l'élite et tout. Aujourd'hui, c'est devenu un réseau, c'est une poubelle. Même dans le monde réel, tu vois, t'en as plein qui crachent sur Yomi, alors que ce mec-là a ouvert la porte à un mouvement qui est énorme. Et sans lui, mais ce jeune est extraordinaire. Exactement. Mais ce qu'il a fait à son époque, en plus à son jeune âge, je veux dire, moi perso, il a tout mon respect, Yomi, tu vois. Et il y a des en fait, c'est pas lui, moi, que je pointe du doigt. C'est le phénomène de populariser quelque chose, de populariser une idée. Andrew Tate, par exemple, tu vois, quand il arrive, il popularise un peu ses idées, etc.
Ce que tu peux pas contrôler, c'est qu'il va y avoir un taux de pourcentage de gens dans ce monde que tu vas toucher qui vont pas réagir comme toi tu l'aimerais en tant que formateur, en tant que coach ou peu importe. Ils vont pas, eux, interpréter le message et le prendre comme ça, tu vois. Et donc ça va entacher le travail d'autres personnes qui, eux, ça fait des années, travaillent dans ce domaine, le coaching ou autre. Tu verras, le coaching, ça va être le même phénomène. Dans 1 ou 2 ans, on va faire comment elle s'appelle, Élise Lucet, France 2. Non, mais je te le garantis, je te le signe aujourd'hui. Oui. Après, faut Je prendre. te signe aujourd'hui que le coaching, j'aime bien dire ça, c'est comme le MLM, ce genre de choses, tu vois. On les brûle, tu vois, en public, tu vois. Quand on veut tuer un business model, ce qu'on fait en France, beaucoup en France, on n'aime pas l'entrepreneuriat en France, on déteste ça, on déteste la réussite. Et ce qu'on fait, pour justement montrer aux gens, attention, ne mettez pas vos doigts là-dedans, n'allez pas ici, on les brûle en public avec un gros reportage, tu vois, à l'époque M6 ou France 2 ou peu importe. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à mettre en avant ces business. Tu peux pas dire aux gens, les gars, votre liberté, elle est à portée de main. Évidemment. On a besoin de mecs qui sont dociles, qui vont continuer de travailler. Là, tu regardes les news, ça parle de saisir l'épargne des Français. À la base, l'imposition, c'est créé après la guerre. C'est un effort de guerre qui ne devait pas durer. Ouais. D'année en année, l'imposition augmente. Le pays le plus imposé au monde, je pense. Le plus taxé, le plus imposé au monde, c'est la France. On est malheureusement en train de régresser fortement. Même si, j'en reviens, j'ai passé 2 mois là-bas, ça reste un pays où tu manges extrêmement bien. Et tu verras, ça fait maintenant des années que je suis ici, mais la qualité des gens, la qualité de l'humain, elle est totalement différente. Tu as vu, l'humain, le français, il est humain. Je sais pas comment t'expliquer. Ici, tu vas voir, les gens, c'est business, ok, ça c'est cool. Ça va vite sur les affaires. Mais par contre, quand tu veux commencer à vraiment... Alors nous, on est français, tu vois, donc on a grandi avec ça. Mais tu vas voir, quand tu vas commencer, moi j'ai pas mal de potes, j'ai des Libanais, j'ai des potes indiens, j'ai des potes pakistanais, j'ai des potes british, etc. Donc, tu sais, c'est pas pareil les liens que tu crées. Donc en France, on a quand même ces côtés-là. Après, je suis d'accord avec toi sur la régression en termes de vie sociale, comment je dirais, en termes de pouvoir d'achat, de comment tu peux... on régresse. Tu parles du côté humain des gens. Tu penses pas que c'est plus un truc des gars du Sud, ça? Dans le Nord, sur Paris et tout, ils ont pas ce côté humain. C'est pas pareil. Non, c'est froid. Ouais, dans le Nord. Mais tu sais quoi? Détrompe-toi. Tu vois, dans le Nord, un mec du Nord, certes, peut-être qu'au départ, il va être froid, mais quand il va ouvrir la porte, il va être 1000 fois plus vrai avec toi qu'un mec du Sud. Ah ouais? Ouais. Le mec du Sud, il va ouvrir la porte. Tu vois? Là, venez, machin, tout le monde est content, il n'y a pas de problème, etc. Mais ça peut être ça peut être différent, tu vois? Même si, en fait, je pense que notre éducation en France fait qu'à un moment donné, on a ce côté où on aime les gens, quand on est quelqu'un de nature comme ça, hein, mais on aime les gens pour de vrai, tu vois, quand on aime les gens. On a ce côté-là. Ici, comme aux États-Unis, je l'avais vu à New York, aux États-Unis et à Dubaï. D'ailleurs, Dubaï est calqué sur le modèle américain. Il faut bien préciser. Quand tu viens à Dubaï, il n'y a aucune infrastructure qui te fait penser à un pays arabe, à part les mosquées. Ouais. C'est un pays qui a été calqué sur les États-Unis, les markets en dessous des buildings, etc., les grandes towers et tout. Donc, c'est calqué là-dessus. Et c'est un pays qui se veut hyper dynamique. Et du coup, forcément, qui dit dynamique, compétitif, etc., dit que voilà, les gens sont là que pour faire des affaires avec toi. Donc, moi, j'ai un café, donc je croise pas mal de monde et je le vois. Tu vois, les mecs qui s'assoient, c'est très bien. Ça parle d'affaires, ça parle business, on peut faire, on fait, on peut pas, on fait pas. Mais en tout cas, c'est très clair. Tu vois, on va directement droit au but. C'est le côté que j'adore à Dubaï. Je pense que quand tu arrives ici et que tu vis pour de vrai, moi, ça fait un peu plus d'1 mois que je suis là, tu es obligé d'être fasciné par la qualité de la vie et par l'intelligence de ceux qui ont construit cette ville. Bien sûr. C'est tellement bien optimisé, tout est tellement bien fait que c'est une réflexion que je me fais souvent. Je me dis, franchement, chapeau, parce que faire quelque chose comme ça, j'ai jamais vu ça nulle part. J'ai voyagé très tard, hein, j'ai pris l'avion pour la première fois à 21 ans. Ouais. Mais par la suite, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rattrapé le temps perdu. Je peux te dire que j'ai jamais vu un endroit où la vie est aussi bien faite qu'ici. C'est organisé de sorte à ce que, si tu veux, c'est les numéros 1 dans le service. Déjà, tu l'as vu, je pense. Intestable. Voilà, c'est les numéros 1 dans le service. Ils ont compris qu'il fallait se donner des atouts, tu vois, que les autres pays n'ont pas pour pouvoir attirer un maximum de monde. Ils ne comptent pas uniquement sur le pétrole.
Faut savoir que le pétrole, d'ailleurs, c'est à Abu Dhabi, c'est pas à Dubaï. Dubaï, ils ont un pourcentage, mais pas énorme. Et donc ici, c'est le tourisme. Et tout ça tourne autour du service, de comment les gens vont se sentir quand ils vont être ici. Dubaï, c'est un des rares pays, tu peux parler avec plein de gens qui sont venus s'installer ici, où en quelques jours, ils te disent, et moi le premier, je me suis senti comme à la maison. Ouais. J'avais l'impression d'être chez moi ici. Ouais. Je te jure. Et tu as vu ce sentiment-là, c'est eux qui l'ont créé. Ils ont fait en sorte. Pour ça, je te dis, c'est un entrepreneur hors pair. C'est un chef d'entreprise incroyable. Un exemple, tu es en train de rouler, tu dis, putain, là, ça bouchonne pas mal ici et tout. La dernière fois, j'avais ça en tête avant de partir en vacances. Je suis revenu, ils ont déjà fait 2 autoroutes, deux nouvelles routes à l'endroit où je me posais la question. L'idée que tu as dans ta tête, toi, en tant qu'entrepreneur, tu te dis, putain, ils devraient faire truc. Ben, dis-toi qu'ils y pensent aussi, mais eux, ils le font. Ils ont une rapidité Et d'exécution. la rapidité incroyable. d'exécution, elle est assez incroyable. Ouais. Et tous les gens qui habitent ici, et c'est un truc que je comprenais pas jusqu'à arriver, à chaque fois que je parlais avec eux, ils me faisaient une propagande incroyable. De Dubaï. Ouais, moi aussi, beaucoup. Je me disais, Au mais début, vous êtes c'était même payés trop. ou quoi? Ma femme, des fois, elle me disait, mais ça va, tu vas arrêter avec Dubaï, c'est bon, calme-toi. Mais ouais, parce qu'en fait, Tu y es tellement bien. tu étais bien, tu te sens bien, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de points positifs à Dubaï. Mais après, tu vois, c'est ça que je te disais tout à l'heure, après 4 ans ici, le fait d'être resté un petit moment, parce que j'avais le mariage de mon meilleur pote en France, c'est pour ça que je suis resté, j'ai bloqué un peu, 2 mois. Mais tu te rends compte quand même de... Voilà, Dubaï, c'est excellent pour vivre, la qualité de vie, etc. Ouais. Mais je dirais qu'il y a des choses quand même assez cool qu'on a aussi en Europe, en France, etc. Tu vois, il y a des trucs quand même pas mal. On n'a pas... Moi, j'aime bien, tu vois, de temps en temps, une bonne Chavagne, il pleut, t'es Ouais. là. Tu vois, cette ambiance-là, bon, tu connais ça, t'as vécu à Londres, tu connais mieux que moi. Mais tu vois ce que veut dire, ce Ouais, truc-là, bien ça sûr. te met dans un autre mood. C'est différent, le mood grisaille, etc. Tu mets ta petite doudoune, tu vois, c'est ce genre de choses que tu fais plus, hein, tu verras que tu fais plus quand tu es ici. Donc ouais, ces petits trucs-là te manquent, mais bon, après, voilà, on n'est pas très loin de l'Europe, de tout ça. Donc, Tu vois des points négatifs à la vie ici? des points négatifs à Dubaï, le côté fast life, Ouais. tu peux vite être emporté par ça, tu vois, alors que ça, en Europe, en France, c'était moins le cas, en tout cas pour moi. Ce côté où ouais, tu rentres vite dans le truc, tu sais, les choses vont vite. Ouais. Le fait que le soleil se couche tôt, c'est un truc, moi, qui me... Pourtant, ça fait 4 ans que je suis là, j'arrive pas à m'adapter à ça, tu vois. On sent le mec du Sud. Ouais, à 6 heures, il fait nuit. Tu sais, j'ai encore ce truc où, voilà, ça. Mais sinon, après, non, ouais, franchement, il y a très peu de points. Déjà, tu as mis du temps à répondre. Tu as mis du temps à réfléchir pour trouver Ouais. des points Ah si, négatifs. l'humidité l'été. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. L'humidité l'été, c'est une cata. L'idéal, quand tu vis à Dubaï, je fais un petit point tuto Dubaï. L'idéal, si tu t'installes ici, c'est de pouvoir, donc forcément, t'installer. Et ensuite, à partir de, je dirais, après, nous, on a les enfants et tout, donc c'est plus compliqué. Mais à partir de juin, essayer de prévoir de bouger jusqu'à septembre, mi-septembre, tu vois, ces eaux-là. Parce que franchement, c'est très compliqué. Mais après, je l'ai fait, hein, tu vois, la première année, c'est l'année où on ouvrait le café. Il a fallu qu'on soit sur le terrain, qu'on soit là, etc. Je suis resté tout l'été, tu vois. L'année d'après, j'ai eu ma fille. Qui est née ici? Qui est née à Dubaï. Et donc, du coup, pareil, elle est née en juin, donc, enfin en mai, fin mai. Donc, il a fallu que je sois là. T'allais pas partir. J'allais pas partir. Donc, non, je sais ce que c'est. Et c'est. En fait, tout est optimisé, hein, malgré le fait que si tu méditais, etc., tout est optimisé. Tu vas dans les malls, tu vas n'importe où, tu la sens pas, la chaleur. Mais tu aimes bien, tu vois, profiter de l'extérieur, etc., chose que tu peux pas faire à partir de cette période-là. C'est vrai qu'en fait, la chaleur, tu vas la sentir quand tu rentres dans le parking. Ouais, c'est voilà. un four. Ouais, c'est exact. Mais après, pour moi, c'est le seul moment où tu l'as subi vraiment. Ouais, exactement. Tout est optimisé pour que tu ne la sentes pas. Ouais, bah moi je me rappelle, la première fois que j'étais venu ici, c'était en 2012, j'avais vu tu sais, les métros, même les abribus, tu sais, ils sont couverts, fermés, avec climatisés et tout. Ouais. Ça m'avait bien choqué, ça, tu vois, quand j'avais compris à cette époque-là, en 2012, que waouh, eux, ils projetaient de faire une dinguerie, tu vois, ça se voyait. Mais à l'époque, c'était pas comme maintenant. À l'époque, on n'avait pas la vie familiale. Oui. C'est ce qu'ils ont, je pense, hein, mis du temps à réussir à prôner. Et maintenant qu'ils ont réussi à le faire, boum, tu vois, hein, le nombre de communautés qui ont ouvert. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a une nouvelle communauté. Les communautés, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est les... comment tu pourrais dire ça, les gated community, c'est des... Les grands quartiers avec des grands quartiers fermés où résidentiels. Voilà. Voilà. Un peu à l'américaine.
C'est ça. T'as Exactement. 5000 maisons, Maison, j'abuse, 5000, voilà, je suis marseillais, mais avec un parc, avec voilà, les commodités. bon, exactement. Mais tu vois le nombre de communautés qui ouvrent en ce moment, c'est ça, les communautés égale famille, hein, tu vois, Oui, oui, bien ça va sûr. avec. Donc ça veut dire le nombre de familles qui y trouvent son compte à Dubaï maintenant, ça doit, je sais pas, ça doit faire un, tu sais, c'est exponentiel, ça doit pas arrêter en fait. J'aimerais bien avoir les chiffres, tu vois, devant mes yeux et te dire, oh putain, c'est incroyable. Mais je pense que ça doit être incroyable, réellement. Il y a une qualité de vie ici quand tu as des enfants. La qualité de l'enseignement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, Moi, j'étais à Londres, ma fille a été scolarisée là-bas. déjà c'est très bien. C'était déjà mieux que la France, Ouais. pas de doute. Mais ici, on atteint un niveau, j'ai jamais vu ça. Ah ben là, t'en as pour tout. Déjà, t'en as pour tous les portefeuilles. Ouais. Déjà, ça commence par là. Et puis après, même dans l'entrée l'entrée de gamme, je dirais, ouais, c'est pas le même cursus. Même si certains, alors, je dis ça, mais c'est pas vrai parce que certains sont dans des écoles, par exemple, typiquement françaises, Ouais. où là, ils vont suivre, de ce qu'on m'a dit, Cursus français. ils vont suivre le cursus français. Mais l'ambiance générale dans l'école, les profs, etc., tu vois, tu es confronté parce qu'il y a beaucoup Oui. d'anglophones aussi qui sont dans les écoles Ouais. Mermoz, Pompidou, etc. Donc tu vas quand même avoir un environnement qui va être un peu plus favorable, je dirais, pour les enfants. C'est très cosmopolite. C'est très cosmopolite. Et par exemple, ici, moi, ma fille, elle a 3 ans et demi. Ouais, bah, l'âge de mon fils, hein. Il parle 3 langues à l'école. Ouais. En français, anglais, arabe. Arabe, exactement. Donc, tu as un avantage dans la vie qui est considérable. Ah ouais. Ils font des activités de fou. Il y a du violon. T'imagines si à l'époque, nous, on avait fait du violon. Ouais, c'est- Déjà, à l'école, quand on faisait de la flûte, personne ne voulait en faire. Exactement. C'était, tu Quel- voulais jouer de la flûte à la Quel maison. instrument de merde ils nous ont mis, mais sérieux. T'aurais pas pu nous mettre la guitare. Ouais. On aurait tous été contents. La guitare, même si au début on aurait galéré, à la finale, on aurait tous, on en serait sortis grandis. Exactement. On aurait pu draguer, on aurait pu faire des trucs. Mais ta flûte, là, Ici, ça fait du violon, ça fait du piano. Ils font je ne sais combien de sports. Ils font du foot, ils font du taekwondo, ils font du golf, ils font de la ouais, non, natation. mais bien sûr, bien sûr. Non, mais Tout est fait pour que les enfants soient des Épanouis. personnes épanouies. Ouais. Exactement, exactement. L'ouverture d'esprit et même les. Après, bon, attention, ça va dépendre aussi des professeurs. Bien sûr. Moi, ce que je regarde, on me pose souvent la question quand je discute avec des mamans, des parents et tout. Ouais, tu le mets où, pourquoi et compagnie. Je dis, moi, je dis la vérité, je le mets. Là, mon fils, il est dans une école british, mais je le mets, mais c'est surtout les profs qui sont dedans. Je parle avec eux. Je regarde, j'analyse, je vois comment ils sont. Enfin, en tout cas, j'essaye, tu vois, d'en tirer le maximum d'infos pour voir si. Parce que tu peux te retrouver finalement dans une bête d'école, mais le professeur, enfin, celui qui va avoir en face de lui le plus longtemps, enfin, tu sais, et lui, il n'a pas ce truc-là que toi, t'aimerais apporter à ton fils, tu vois. Donc, des fois, ça. Tu as des livres, toi, qui t'ont marqué dans ta vie, qui t'ont aidé Ah oui, à avancer. ah oui, énormément. Moi, Tu lis beaucoup? Ouais, ouais, je lis beaucoup. Euh, je lis beaucoup. Le soir avant de me coucher, le matin quand je me lève, je lis Coran, mais je lis aussi, je lis Coran, certains hadiths, je lis des livres. Plus je rentre dans l'âge, plus Oui. je, Plus tu te rapproches. ouais, j'aime bien aller un peu plus en précision sur ma religion. T'as vu, j'aime plus la survoler seulement, tu vois. Et par contre, ouais, je lis beaucoup de livres développement personnel ou autre. J'ai ma montre qui me dit normalement tu devrais dormir là. À cette heure-ci. Faut dire aux gens, il est un peu tard, mais ouais, je lis beaucoup. Et, le premier bouquin qui m'a marqué, qui m'a ouvert la porte à la lecture, ça a été L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ensuite, j'ai lu des livres qui concernent un peu la musique, ce genre de choses, tu vois, biographies d'artistes, etc., mais qui ont vraiment fait des déclics. Ça a été Dale Carnegie. Ouais. Je crois que ce livre-là, le titre, il reflète pas bien le livre. How comment... to live in friends and influence people. Exactement. Comment se faire des amis. Ouais. Ce livre-là, il est ouf. Honnêtement, comment se faire des amis. Je rigole. Non, mais le livre, une fois, je me rappelle, je parlais avec un pote à moi de ce livre. Et je vois, il y a un livre, il est exceptionnel et tout. Il me dit, ouais, c'est quoi? Je dis, comment se faire des amis? Et c'est quoi ce titre? Je rigole parce que moi je suis de la génération H, tu sais, H avec La série? ouais, Ouais. avec Jamel et tout. Et il y a un épisode où je crois que c'est Sabri qui file des livres à un mec et il y a un livre qui s'appelle Comment se faire des amis brancardiers, tu vois. Et donc ce titre-là, il me renvoie à cette super époque. Mais c'est ça, mais le titre, il est complètement fou, tu vois. Mais en tous les cas, c'est un livre qui est. La valeur qu'il y a à l'intérieur de ce livre, elle est Incroyable. juste incroyable. Du coup, c'est Dale Carnegie, ouais. Ouais. Et, du coup, il y a eu Napoleon Hill. Millionnaire Next Door? Non, c'est. How to sing. Comment devenir riche, hein?
Ok, how to be je crois qu'en anglais, c'est How to Think Big ou un truc comme ça. Ok, ah d'accord. Bon, peut-être. Bon, celui-là, Ça date. avec des concepts à l'intérieur qui m'avaient... mais ça remonte, hein, ça. Ouais. Et un autre aussi qui m'a beaucoup matrixé, ça a été Tim Ferriss. Oui. Donc lui, le premier livre que je crois c'était La semaine de 4 heures, sur lequel j'étais tombé. Et après, du coup, j'ai acheté... T'es rentré dans le truc. Ouais, je suis rentré dans... Ce gars-là, ce que j'adorais chez lui quand je le lisais, c'est qu'il te donnait des actions à faire, tu vois. Ouais. À chaque fin de paragraphe. Et pas toutes, mais des fois, je tentais, tu vois, j'essayais des trucs. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je sortais de ma zone de confort et que je faisais ce qu'il me disait de faire, ça me permettait de... Je captais que je passais à un next step, tu vois. Je disais, ah d'accord, en fait, il suffit de faire ça. Ouais. En fait, le mec, il suffit de le regarder dans les yeux. Ah, en fait, le mec, il suffit de lui taper l'épaule quand je lui serre la main. Enfin, des bêtises comme ça, tu sais, que j'apprenais. Et je me disais, putain, ça marche. C'est tout bête, mais ça marche. Et donc, voilà, que je recommanderais, Dale Carnegie, Napoleon Hill, Robert Kiyosaki aussi, très bon. Et un bon livre aussi pour un Français, parce que je cherchais un Français dans ma tête, c'est Cédric Aberkan. Je fais un mix de Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau, qui est un super livre aussi. Tu allais nous parler de Cédric Anissette. Ouais, Cédric Anissette, que j'adore aussi, pareil. C'est des mecs qui sont là depuis... Des pionniers. Ouais, c'est des pionniers. Olivier Roland, si je dois en citer quelques-uns, pareil, Olivier Roland, incroyable. Dans le digital, je crois que c'est lui qui a démocratisé le digital nomade. D'ailleurs, tu disais ça tout à l'heure, mais je crois que c'est Olivier Roland. Cédric Anissette, côté immobilier. On a des bons en France. On a des gars qui ont ouvert la porte et qui ont fait les choses. Et qui sont sérieux. Et qui sont très sérieux. Bah, tu le vois, hein, ça n'a jamais marché de travers, tu vois, chez ces infopreneurs-là, tu vois. C'est cette génération-là qui est... c'est l'argent facile d'Internet qui fait perdre la tête. Quand tu as 20 ans et que tu peux faire des centaines de milliers d'euros par mois, si tu n'as pas une bonne structure, une bonne base, une bonne éducation... Ouais, tu peux vite décoller. Surtout si tu viens ici. Bah ouais, malheureusement, ici, tout est ouvert, quoi, tu vois. Tu peux faire tout et n'importe quoi. Beaucoup, au début, on fait n'importe quoi hein, quand ils sont arrivés ici, parce qu'il y a vraiment tout. Donc ouais, l'éducation, les bases, c'est ce qui va faire ta stabilité, ce qui va faire que tu vas pouvoir, je dirais, durer dans le temps, tu vois, faire un long run. Ouais, c'est pas un sprint. C'est pas un sprint. Et souvent, les gens cherchent le sprint vers l'argent rapide. Ouais. Et après, ils sont épuisés, il n'y a plus rien derrière. Ouais, et puis surtout, le sprint vers l'argent rapide, pourquoi, quoi? Bah, tu sais, souvent, tu fantasmes ce que tu n'as pas. Ouais, mais pourquoi? La question que je me pose souvent, c'est que des fois, tu parles avec des mecs, tu vois des entrepreneurs, des gars qui... Ouais, truc et tout, machin, objectif, 100 000, 50 000. Ok. Mais pourquoi? C'est quoi le truc, en fait? Ok, tu vas les faire. Imaginons, j'ai une boule de cristal, tu vas les faire. Tu bosses, tu vas les... Et après? Tu vois? En fait, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre dans cette génération. Je te jure que c'est vrai. C'est genre, je veux tout de suite, mais j'ai 25 ans. Et une fois que tu as tout, après, c'est quoi le truc? Si Dieu veut, il te reste encore 40 ans, 50 ans de vie. Qu'est-ce que tu fais après? Enfin, c'est bizarre. Ce truc que Internet... Moi, à l'époque où je rentre dans le dev perso, bah, tu l'as compris, je rentre à l'époque d'Olivier Roland, ces gens-là. Tu vois. Donc, si tu veux, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas, tout ça. Il n'y a pas de show-off comme on a aujourd'hui. Il n'y a pas de show-off, il n'y a pas tout ça, tu vois. Et donc, moi, je rentre par cette porte-là, j'apprends des trucs. Comme je t'ai dit, je lis des bouquins, je me forme, tu vois, j'apprends à la dure, entre guillemets, tu vois, sur le terrain, nanana. Et là, aujourd'hui, on est dans un truc où, tu sais, tout se consomme vite, tout va vite. Mais pourquoi, au final, tu vois? Et tu comprends, tu vois. T'as des mecs qui se font des business models avec Mime. Excuse-moi du terme, mais ils te font tapiner des nanas sur Mime, sauf qu'ils le font digitalement. Oui. Et ils prennent le succès. Genre, j'ai gagné le combat, tu vois. Mais il y a plusieurs combats, il n'y a pas que celui-là. Moi, je suis croyant, tu vois. Ouais. C'est bizarre, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça bizarre, en fait. Bah, c'est une génération où tu allumes tes réseaux. Moi, tu vois, c'est un truc que je me mets 15 minutes par jour max, parce que sinon, tu deviens fou. Et ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui n'ont jamais goûté à l'argent, tu ouvres Instagram. Encore une fois, tu vois que les succès des gens. Ils te montrent ce qu'ils ont envie de te montrer. Mais le pire, c'est que la plupart des gens les prennent pour des mythos. Hein. Ce qui est marrant, en fait, c'est que quand tu parles avec des gens de la vraie vie, ça m'est arrivé cet été, c'est ça, on parlait de ci, on parlait de ça et tout, et la plupart des gens prennent ces gens-là pour des mythomanes. Tout le monde, tu sais, ceux qui sont pas du tout du milieu, les mythos là, d'Internet, qui louent des voitures et tout. Ils savent pas que certains, c'est leur vraie vie. Ils savent pas que c'est vrai, Ils savent pas que tu peux gagner beaucoup d'argent. Oui, moi je l'ai eu en des gens qui m'ont dit, pas pour moi, mais pour des gens que je connais, qui m'ont dit, ah ouais, lui alors, qu'est-ce qu'il fait là-bas de moi? C'est un mythe, hein, non. J'étais obligé de rétablir la vérité en disant, non, mais c'est en fait,
les gens ne se rendent pas compte du parallèle qu'il y a entre la vie normale, des gens qui travaillent, qui ont un boulot, qui vivent, etc., et notre monde à nous du digital. Les gens ne se rendent pas compte de cet énorme grand écart qu'il y a entre les deux, tu vois, entre ces deux mondes. Moi, je me rends compte parce que j'ai des gens de la vie normale, tu vois. Oui. Et des fois, quand je les ai, on parle, etc., c'est des gens, tu leur dis, ne serait-ce que le mot tunnel, ils savent même pas de quoi tu parles. Ouais. Tu dis, mais des tunnels de quoi? C'est quoi, des tunnels de vente? Mais c'est quoi ce truc? Enfin, tu vois, ils sont loin. Et nous, des fois, comme on est dans notre monde un peu et tout, on est très, finalement, dans un microcosme, tu vois. Avant de conclure ce podcast, Ouais. on va faire quelque chose d'inédit. J'ai préparé une instru. On va freestyler chacun notre tour. Je rigole. Ça aurait été drôle. Ouais, Ça aurait été drôle, mais ça fait longtemps que j'ai pas freestylé. Mais ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant. Mais en tout cas, c'était top. J'ai kiffé. Écoute, je me suis régalé aussi. Ouais. Je pense que j'aurais pu faire 2 heures d'affilée juste sur le rap marseillais. Ah ouais, grave. Mais on a fait combien là, du coup? J'ai même pas. On est à 2 heures. On a fait 2 heures. Ouais. Je me suis régalé. J'espère que ceux qui regarderont le podcast vont se régaler aussi. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment à nos côtés. Et puis, de toute façon, vous nous verrez fort probablement ensemble sur pas mal d'autres choses. Exactement. Ben, on peut même, si tu veux, en parler. Ouais, on peut. Si tu veux, on peut en parler. Ben, quand moi je t'ai vu, ton côté, bon, déjà entrepreneur, ton côté sérieux, enfin, j'ai senti pas mal de points communs avec ma personnalité. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas essayer de bosser ensemble sur de futurs projets, digital au départ. Et pourquoi pas, je te ramènerai aussi vers le physique par la suite. Et en tout cas, il y a des belles choses qui se préparent. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis, on se retrouvera pour de prochains podcasts très rapidement. À bientôt. Merci à tous. Bye.